Pour les étudiants, et en attendant que tu sois prêt, je te présente un peu, Bernard. Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance des travaux de M. Stigler. Il est l'auteur d'une œuvre conséquente, notamment tous les tomes qui sont sur la technique et le temps. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Derrida. C'est pour ce qui nous concerne, un lecteur et un amplificateur de la philosophie de Simondon. Il s'investit depuis des années dans une association qui s'appelle Ars Industrialis, qui tente de réfléchir sur les nouvelles conditions technologiques et sociales d'une pensée politique, je dirais. Et c'est à ce titre, et parce qu'il s'est engagé notamment dans depuis quelques années, je dirais, c'est assez récent, une relecture des textes fondamentaux du rapport entre la technique, la société et le politique, qu'on a pensé que tu étais particulièrement pertinent pour intervenir en guise de couronnement de cette journée de réflexion sur Simondon et Marx. Voilà, je te remercie d'être parmi nous et je te cède la parole. Merci Vincent. Vous m'entendez là ou non? Il vaut peut-être mieux que je prenne le micro. Il faut me le prendre, il est à champ proche. Ok. Bonjour à tous. Je suis bien désolé que André Tauzel ait eu cet accident. Je me faisais une joie vraiment de le rencontrer. J'espère qu'il va vite se soigner. Parce que, en fait, je remercie beaucoup Vincent Monton et Jean-Yves Barthélémy de cette invitation, où j'ai beaucoup d'amis, dont John Stewart qui vient de prendre la parole, toujours avec pertinence. C'est un ami de très longue date. Nous sommes complices de bien des méfaits dans le monde universitaire ensemble. Dans une école d'ingénieurs, comme ici, à l'université de Compiègne, où d'ailleurs Simon était passé il y a pas longtemps. Je me faisais une joie de rencontrer André Tauzel. Je me faisais une joie parce que je pense que le dialogue entre Simondon et Marx est une question absolument capitale de l'avenir. Et donc, je regrette beaucoup que ce ne soit pas possible, d'abord qu'il ait à souffrir dans son corps de tout cela, mais aussi qu'on n'ait pas eu l'occasion, du coup, d'ouvrir cette discussion, qui n'est pas une discussion facile, à mon avis, et j'aurais été très curieux de savoir ce que Tauzel allait dire de Simondon. Bon, ce sera peut-être pour une autre fois, je l'espère. Je l'espère aussi. Alors, quant à moi, depuis longtemps maintenant, disons depuis une vingtaine d'années, de manière publique depuis moins longtemps d'ailleurs, je n'ai cessé de m'appuyer sur Simondon pour proposer une nouvelle interprétation de Marx. À savoir que la question que pose Marx, la grande question de Marx selon moi, sa question fondamentale, c'est celle de la prolétarisation. Et je présente cela comme un processus, c'est pour ça que je ne dis pas le prolétariat. Parce que je pense que le prolétariat, ce qu'on a appelé le prolétariat, c'est déjà une espèce de hypostase du processus. Donc on remplace l'individuation par l'individu, enfin on remplace le processus par le résultat du processus. Ce qui m'intéresse, c'est la prolétarisation, telle que, à travers Simondon interprétant Marx, et Simondon est évidemment un lecteur de Marx et un commentateur de tout premier rang de Marx. Marx joue un rôle de toute évidence fondamental dans sa pensée de l'industrie, particulier, mais il travaille aussi, on va y revenir. Simondon interprète la question de la prolétarisation en termes d'individuation, ou plus exactement de désindividuation. À travers ces interprétations que j'ai tentées, et à travers Simondon lui-même, il y a des déplacements très importants qui s'opèrent entre Marx et Simondon. En particulier en ce qui concerne le problème de la culture technique, car c'est au nom de la question de la culture technique, c'est-à-dire du savoir, et du savoir technique du travailleur en particulier, dont on vient de parler à l'instant, mais je vais y revenir moi-même, mais aussi en fonction du savoir technique que n'a pas le travailleur. C'est autour de cela que se jouent les déplacements de Simondon, qui passent aussi par une autre figure dont on parle peu chez Marx, même si on en parle parfois, qui est par exemple l'ingénieur. Cette question de la prolétarisation, c'est-à-dire donc de la désindividuation, selon moi, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, s'inscrit chez Simondon dans le projet bien connu de fonder ce qu'il appelle une mécanologie.
c'est-à-dire un discours, comme on en a parlé tout à l'heure, sur les machines, psychologie et sociologie des machines, etc., ou sur la technique plus généralement, qui serait elle-même capable, cette mécanologie, de poser la question de la culture technique dans des termes nouveaux, qui ne sont pas du tout la question de la Cité des sciences et de l'industrie, par exemple, hein, dont on a fait, puisqu'il y a une revue qui s'appelle Culture technique en France, bon, qui est à l'origine en partie du projet de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris, bon, qui, à mon avis, a réduit la question de la culture technique à une problématique étriquée par rapport à celle qui était ouverte dans Simondon. Il s'agit de poser la question de la culture technique dans des termes tout à fait nouveaux et qui seraient ces termes nouveaux capables de fonder cette culture technique, cette nouvelle culture technique. La question centrale de la technique, pour Simondon, c'est d'abord une question culturelle. Et ici, évidemment, le culturel, il ne faut pas le prendre au sens où Michel Deguy dénonce ce qu'il appelle le culturel de Jack Lang, pour aller vite, ou un certain nombre d'autres, comme notre collègue de Paris 8, j'ai pu trouver son nom, qui parle de la démocratie culturelle, etc., qui est un collègue de Jean Guillard d'ailleurs. Je pense, le mot culturel, ici, chez Simondon, il faut l'entendre dans son sens anthropologique, évidemment. Alors, on sait bien, je rappelle des choses connues ici, hein, pas connues de tout le monde, parce que tous les gens qui sont là ne sont pas des spécialistes de Simondon, mais pour ceux qui connaissent bien Simondon, je m'excuse de devoir rappeler des banalités, de grandes banalités. On sait bien que Simondon identifie des stades de la culture technique. Et dans ces stades de la culture technique, le stade industriel où se développe un processus de prolétarisation est un stade spécifique, qui joue un rôle très privilégié chez Simondon, il faut être clair. C'est pas une eschatologie, ça n'est pas un accomplissement de l'essence de la technique, mais c'est quand même à partir de son époque industrielle que quelque chose de la technique se dit qui ne se disait peut-être pas auparavant. Ce moment, donc, c'est celui où apparaissent ce qu'il appelle les objets concrets, où se développe pleinement le processus de concrétisation, c'est-à-dire aussi des processus de convergence fonctionnelle dans les objets. Je ne vais pas développer ce point-là. Dans les objets concrets, c'est le processus d'intégration fonctionnelle qu'est le processus de concrétisation décrit du mode d'existence des objets techniques. À cet égard, la question de l'industrialisation et de l'individuation technique, qui s'y présente comme une véritable tragédie. Je dis comme une véritable tragédie parce que ce que montre Simondon dans ces passages, c'est que l'individuation concrète de l'objet technique, c'est la désindividuation des êtres humains, en tout cas des travailleurs manuels. Hein. Donc c'est une tragédie, et Simondon, je pense, la présente comme telle, ce qui explique ce qu'il présente comme une désaffection, un désamour du progrès, hein, un progrès qui était largement partagé au XVIIIe siècle par tout le monde, en tout cas par toute la classe des travailleurs, qui tout à coup, avec les ludites, avec tous ces processus liés aux luttes sociales, à la prolétarisation des travailleurs manuels, va créer une tension entre le devenir technique et le devenir social, hein, une opposition entre le devenir technique et le devenir social. Tout cela est induit, tout cela d'abord surdétermine le sort politique et culturel de l'industrie, c'est-à-dire qu'il dit c'est ça qui va inscrire finalement la question du devenir politique de l'industrie à l'intérieur d'un conflit entre le capital et le travail, qui est selon lui une mauvaise façon de poser les problèmes. Et d'autre part, c'est inscrit tout cela sous la question de la standardisation. La standardisation constituant, j'avance des choses un petit peu risquées là, mais je vous signale que je suis conscient du caractère peut-être pas tout à fait outrancier, mais peut-être un petit peu excessif du propos, une sorte d'ontologie industrielle des objets techniques. La standardisation qui est quand même valorisée chez Simondon comme une espèce d'accomplissement de la concrétisation, hein, à la séparation entre l'objet et la mesure par rapport à l'usager, c'est-à-dire à la relation à l'usager, est présentée comme une espèce d'ontologie indispensable et même salvatrice à travers l'industrie, qui n'est pas sans poser aujourd'hui certains problèmes. Je vais y revenir tout à l'heure, ça sera en fait peut-être le cœur de mon propos d'aujourd'hui. Dans cette interprétation de l'histoire industrielle et de son sens mécanologique, si on peut le dire ainsi, mais moi je dirais plutôt organologique, je vais y revenir tout à l'heure,
Juste pour préciser, ce que Simondon appelle la mécanologie, moi j'appelle ça l'organologie, et pour moi l'organologie c'est ce qui étudie les relations entre les organes psychosomatiques, c'est-à-dire ma main par exemple, mes yeux, mon cerveau, etc., les organes vivants de l'être humain, les organes artificiels comme le micro que je tiens dans la main ou les lunettes que j'ai sur le nez, et les organisations sociales comme cette école d'ingénieurs qui m'accueille. Un fait humain implique toujours ces trois dimensions-là. Ça, c'est ce que j'appelle l'organologie. Je pense que c'est ça là, qui est à l'horizon de ce que dit Simondon sous le nom de mécanologie, mais c'est pas tout à fait clair chez Simondon, et on va voir pourquoi. Donc à cet horizon-là, il y a évidemment un objet fondamental, fondamentalement économique et politique, donc un objet d'économie politique, à propos duquel, je parle de l'objet industriel, à propos duquel Simondon conteste donc que la question centrale d'un point de vue politique soit celle de l'opposition du capital et du travail. J'ai tendance à penser qu'il n'a pas absolument tort. Je pense qu'en effet, on ne peut plus poser le problème, appelons cela de la politisation de la technique, dans le simple terme d'une opposition du capital et du travail tel que Marx et bien d'autres au XIXe siècle l'ont posé. Et en même temps, j'ai tendance à penser qu'il n'a pas tout à fait raison, pour autant. C'est-à-dire, j'ai tendance à penser que le problème n'a pas été encore posé correctement. Pour préciser mon point de vue à cet égard, je dois préciser d'abord comment je comprends donc la prolétarisation chez Marx, à propos de laquelle j'incline à penser que Marx est lui-même hésitant sur son sens premier et son sens dernier. Et derrière cette question du sens que Marx accorde à la prolétarisation, Marx et nous-mêmes aujourd'hui, il y a un enjeu absolument fondamental qui est de savoir ce que veut dire révolutionnaire. Tout simplement. Puisque la prolétarisation, c'est ce qui produit, selon Marx, une situation révolutionnaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette question-là, je l'ai un petit peu développée dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle État de choc. J'ai commencé à la développer, ça n'est qu'un début, continuer le combat. J'ai fait un tout petit peu plus que l'évoquer, dans un chapitre en particulier où j'ai proposé de relire dans des grandes lignes pour le moment un chapitre des Grundrisse, comme on les appelle, mais on traduit en français les fondements de la critique de l'économie politique de Marx. Donc, le chapitre est consacré à l'automation. Dans ce chapitre-là, j'ai mis en question la façon dont Marx hérite de Hegel. Et donc, à mon avis, Marx ne pousse pas suffisamment loin la critique. Vous savez bien que Marx est un critique de Hegel, un vrai critique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que c'est un hegelien qui critique là d'où il vient. Lui considère que c'est une opération dialectique d'ailleurs. Pas pour moi, parce que moi je suis un simondonien de ce point de vue-là. Je ne pense plus dans les termes simplement dialectiques. Mais en tout cas, je pense que Marx ne va pas suffisamment loin dans sa critique de Hegel, parce qu'il n'a pas, sur la question de la technique, un point de vue suffisamment avancé. Pour le dire d'emblée, mais je vais développer tout cela en détail, Marx n'a pas, sur la technique qu'il oppose, je vais vous montrer tout à l'heure, à Hegel, à la dialectique hegelienne, comme étant précisément ce qui a permis de renverser l'idéalisme allemand en un matérialisme révolutionnaire, eh bien, et ça passe par la technique, ça passe par la question de la pensée de l'extériorisation, qui est le cœur de la pensée hegelienne. La phénoménologie de l'esprit, c'est l'extériorisation de l'esprit. Sauf que Marx dit, mais c'est pas l'extériorisation de l'esprit, c'est l'extériorisation du corps dans la matière. Et l'esprit, ça n'est pas l'esprit ce n'est que la vie des corps. Et c'est ce qui relie ces corps. Cela étant, donc, ça c'est le point d'entrée, à mon avis, fondamental, il y en a bien d'autres, mais c'est le point principal d'entrée de Marx dans la critique de Hegel et de l'idéalisme. Mais c'est un point insuffisant, parce que je pense que Marx lui-même a encore un point de vue naïf sur la technique, dans la mesure où son point de vue sur la technique n'est pas pharmacologique. Je veux dire par là que le point de vue de Marx sur la technique, ça n'est pas un point de vue qui pose le problème de la technique dans des termes qu'il faut faire remonter, selon moi, à Platon. À savoir que la techné est toujours empoisonnante et salvatrice. Et que c'est ça, la politique, c'est ça,
penser philosophiquement aussi, c'est être capable d'articuler la toxicité, ce que chez Hegel on appelle le négatif, avec la curativité et que j'appelle moi la pharmacologie positive, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de renverser le processus d'extériorisation en tant qu'il est aliénant, prolétarisant, en un processus d'extension des capacités de quoi? Du désir. Et du désir, j'entends ici pas simplement au sens de Spinoza, mais bien au sens de Freud et de Lacan. Alors, de ce point de vue-là, je dois faire remarquer à mes amis présents ici, et à ceux qui ne sont pas mes amis, mais qui me font l'amitié d'être là, pas mes amis parce que je ne les connais pas, mais et qui s'intéressent à Simondon s'ils sont là, que chez Simondon lui-même, cette question n'est pas du tout claire. Il n'y a pas de pharmacologie de la technique chez Simondon, à proprement parler. C'est-à-dire que le point de vue pharmacologique, à mon avis, est sous-développé chez Simondon. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas du tout. On pourrait peut-être en trouver des esquisses, mais par exemple dans ses critiques du marketing, la façon de marketing s'empare de tout cela, ou des médias, parce qu'il en parle aussi, mais c'est très sous-développé. C'est-à-dire que ça apparaît en surface comme des commentaires, ça n'est pas au cœur du processus. Alors que selon moi, c'est le cœur du processus. C'est le cœur du problème, disons plutôt, du processus d'individuation à la fois psychique, collective et technique. Plus généralement d'ailleurs, ça, mes amis ici présents savent très bien ce que je pense, ils ne sont pas toujours complètement d'accord avec moi, mais en particulier Vincent, mais je pense que le statut de la technique chez Simondon n'est pas tout à fait clair, d'une façon générale. Et, comme l'a bien souvent dit d'ailleurs Jean-Luc Barthélemy ici présent, lui aussi, Simondon souligne le caractère mnésique de la technique à maintes reprises, très longuement, d'ailleurs, juste après son commentaire de Marx et sa critique d'opposition entre le capital et le travail sur la technique, il parle de caractère mnésique, de surface d'enregistrement de la technique, il revient ensuite quand il parle du transindividuel. Mais en même temps, il n'accorde pas à cette mnémotechnologie spontanée de la technique un statut constituant de l'individuation psychique. C'est tout à fait évident, il le dit très clairement, que les objets techniques, les réalités techniques sont les conditions du transindividuel, ça il le dit très clairement, mais en revanche, il ne pose pas, c'est très étonnant d'ailleurs pour moi, que les processus d'individuation technique conditionnent, j'ai bien dit conditionnent, je n'ai pas dit déterminent, les processus d'individuation psychique et les processus d'individuation collective. Ça, il ne va pas jusque-là, pour des raisons d'ailleurs, à mon avis, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est très lié à sa critique de la cybernétique et à son refus de se laisser emporter par les enthousiasmes de Wiener, etc., à ce propos. Donc voilà, je pense qu'il cherche à toujours contenir finalement l'individuation technique dans une limite qui est finalement un résultat de l'individuation collective. Et ça, je pense que c'est totalement erroné. Et que c'est contradictoire avec ce qu'il dit par ailleurs. Dans le processus de concrétisation, il le décrit comme étant précisément pas du tout surdéterminé et conditionné ni par le social ni par le psychologique, et c'est ça la force même de son analyse, mais du coup, il ne s'en sert pas suffisamment. Alors, c'est bien dommage, parce que si on fait cela, si on ose franchir ce pas-là, en tout cas moi je le franchis allègrement, peut-être à tort, eh bien tout à coup on peut rapprocher Marx et Simondon d'une façon extrêmement excitante. Et on peut lire Simondon, on peut relire Marx avec Simondon, et en particulier les Grundrisse, dans un point de vue qui rénove totalement, qui renouvelle, je dirais totalement, les enjeux économiques, politiques, sociaux, culturels, etc. de la technique. Alors, dans les fondements, précisément, dans les Grundrisse, Marx montre comment c'est un agencement entre la technique et la science, dans ce chapitre donc, qui s'appelle l'automation, qui donne lieu à la technologie industrielle. Ça, c'est très très important. Pour Marx, sans la science, il ne peut pas y avoir d'industrie. Et ce qu'il décrit, je n'aurai pas le temps de vous commenter, mais je le développe ça longuement dans un chapitre de mon dernier bouquin, c'est que la science est l'opérateur d'extériorisation des savoir-faire ouvriers qui vont permettre l'expropriation de l'ouvrier. Chez Marx, c'est sa définition de 1848 de la prolétarisation
le prolétariat, le prolétaire, la prolétarisation, c'est l'expropriation du savoir, c'est-à-dire que mon savoir, on me l'a piqué, on me l'a redoublé dans une machine, et du coup je me retrouve sans savoir, puisque la machine est plus performante que moi, et du coup ce qui était rentré dans la machine comme du savoir, ça n'est plus du savoir, c'est un processus technologique. C'est ce que Marx va appeler un peu plus tard du capital fixe. Et c'est de cela que résulte la prolétarisation, dont, vous le savez, Marx dit, elle affectera tout le monde, et pas simplement les travailleurs, y compris les banquiers. C'est ce que dit aussi Simon. Puisque Marx dit les banquiers sont eux aussi affectés, je vais y revenir tout à l'heure, par ce processus d'expropriation. Y compris nous? Y compris nous, bien entendu. Quand je dis tout le monde, John, ça veut dire tout le monde. J'ai des mots précis. Surtout nous, je dirais même. Surtout nous, je vais vous dire pourquoi. Là, quand je dis nous, je parle des profs d'université. Qui ont, et aussi des étudiants, mais ils sont moins prolétarisés que nous, qui ont une responsabilité historique face à cette situation et qui refilent la patate chaude aux politiques sur lesquels ils se déchargent en disant c'est leur faute. Non. Si les politiques ne sont pas bons, c'est parce que nous ne sommes pas bons. Alors, j'affirme régulièrement devant des militants ouvriers cette idée que la prolétarisation, c'est une perte de savoir. Et en général, ça contrarie beaucoup mes amis militants ouvriers quand je dis cela, parce que ça veut dire qu'ils entendent ça comme finalement, vous êtes crétinisés, vous les prolétaires, vous les ouvriers. Sauf que chez moi, prolétaire n'est pas du tout synonyme d'ouvrier, et que je considère que je suis largement aussi prolétarisé qu'eux, donc ils ne comprennent souvent pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout en train de dire que le monde du travail n'est plus pertinent pour porter des luttes sociales révolutionnaires. Ce que je suis en train de dire, c'est que la question, c'est pas celle-là, effectivement. Donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait simonien. C'est pas simplement la question de l'opposition du travail et du capital, c'est bien plus compliqué que cela. Qu'est-ce que désigne donc la prolétarisation chez Marx, au début, en tout cas dans le premier Marx, parce que comme vous l'avez dit dans le dernier, c'est beaucoup moins clair. Cela désigne la régression du statut social de l'ouvrier prolétarisé au statut non plus de l'ouvrier qui œuvre, mais du désœuvré qui est employé et qui ne travaille plus. Si par travail, on entend ce que Hegel décrit du travail. Le travail n'est pas l'emploi. Il faut faire très attention quand on emploie le mot travail à bien réfléchir de quoi parle-t-on. Et c'est pour ça que John Stewart avait raison tout à l'heure de soulever ce problème. On parle du travail ou on parle de l'emploi. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien être employé sans travailler, parce que le travail, c'est un processus d'individuation. Travailler, c'est précisément ne pas être employé. Être employé, c'est se désindividuer. C'est ce qu'a si bien décrit Simone Weil dans ses écrits, quand elle est passée chez Alstom comme ouvrière, et qu'elle a fait l'expérience de la désindividuation comme une expérience de destruction de l'attention. Je vous recommande de lire ces textes que j'ai commentés dans un autre livre, je ne sais plus où. Je vous le recommande parce que toutes ces questions dont nous parlons beaucoup au sein d'Ars Industrialis avec un GIFA en particulier en ce moment sur la destruction de l'attention que l'on voit chez les enfants, eh bien Simone Weil elle montre que ça commence par les parents et dans les usines. La destruction de l'attention par le travail, même pas simplement à la chaîne, mais disons en usine, c'est un processus qui aujourd'hui obsède la pédopsychiatrie avec laquelle je travaille beaucoup, parce qu'elle est en train de détruire l'appareil psychique des enfants, mais elle a commencé dans les usines. Donc, comme très bien montré à la GIFA, en fait, c'est l'industrialisation actuelle de la lecture par le pharmacone numérique qui est en train de prolétariser les enfants au sens de... Qu'est-ce que ça veut dire là, prolétariser les enfants? Ça veut dire court-circuiter leur savoir, ne plus développer leur savoir, ne plus en avoir besoin. Pour les consommateurs, on n'a surtout pas besoin de savoir, bien au contraire, le savoir, c'est ce qui réfrène, ce qui inhibe la consommation, et donc il faut au contraire court-circuiter les savoirs. Ça, c'est un processus de prolétarisation du consommateur qui aujourd'hui affecte non seulement les enfants, mais même les bébés. Et là-dessus, je vous fournirai toutes les références médicales utiles si vous en doutez. Mais le journal Le Monde, ayant fait écho il y a 6 mois maintenant, vous êtes peut-être au courant de tout cela. En fait, la destruction de la lecture aujourd'hui par son industrialisation, c'est ce qui empêche l'individuation du lecteur, ou au sens où, comme le disait Proust, quand je suis en train de lire un texte, au moment où je lis le texte,
que je lis, c'est pas le texte simplement, c'est mon texte à travers le texte que je suis en train de lire, et donc je m'individue. La lecture au sens fort, dit Giffard, c'est un processus d'individuation. Mais il peut y avoir une lecture telle qu'il l'a décrit, ce qu'il appelle la lecture industrielle, qui au contraire me désindividue, c'est-à-dire m'empêche de lire mon propre texte et plaque sur mon texte un texte venu d'ailleurs. Par exemple, le système de profilage utilisateur mis en œuvre par Amazon, ou toutes sortes d'autres démarches de ce type-là, qui consistent à prolétariser l'acte de lecture lui-même, et pour m'empêcher de lire au moment même où je crois que je lis. Ça, c'est l'enjeu contemporain de la prolétarisation. Je dis cela juste pour bien vous essayer de faire comprendre ce que j'entends par prolétarisation. Pour ce qui nous concerne au sein d'Arsenal Trellis, d'ailleurs, nous ne considérons pas du tout que la technologisation numérique du lecteur conduise inévitablement à sa prolétarisation. Nous considérons au contraire que c'est une technologie de déprolétarisation. C'est-à-dire que dans le numérique, il y a un potentiel de déprolétarisation énorme, mais qu'il ne se développe pas parce que l'université ne fait pas son travail. Si les universitaires travaillaient correctement, ce serait évident. Marx montre que la science, je parle des universitaires, c'est-à-dire des scientifiques, je prends le mot science au sens large, au sens de l'épistémé, si vous voulez. Marx montre que la science, la Wissenschaft, devient un opérateur essentiel au XIXe siècle de fixation des règles du travail transformées en savoir sous la forme de capital fixe. Il décrit dans le chapitre de l'automation que les scientifiques sont maintenant essentiellement mis au service de l'encapsulation des savoirs des travailleurs dans des machines qui s'automatisent, qui vont permettre de se débarrasser de ces travailleurs dont on n'a plus besoin. Sauf pour consommer, je vais y revenir. De ce point de vue-là, Marx nous dit, en 1857, que la science est mise au service du pouvoir que le capital exerce contre le travail, que, littéralement, il détruit. C'est en 1857 que Marx pose le problème de la destruction du travail par le capital, qui conduit à un paradoxe du capital, qu'il appellera plus tard la baisse tendancielle du taux de profit. C'est là que le problème est posé. Ce thème de la science mise au service d'une destruction du travail et donc de l'économie globale du capitalisme, et donc d'une contradiction interne au capitalisme, il sera repris par Habermas dans La science et la technique comme idéologie, mais étant repassé lui-même par Max Weber, puisque là, Max Weber interprétera ça comme la question de ce que... Pardon, Habermas interprétera ça comme la question de ce que Weber appelait la rationalisation. Et à mon avis, cette problématisation par Habermas est un peu superficielle. Elle est intéressante, mais elle reste très superficielle. Et c'est une des limites de l'école de Francfort sur ces questions-là. L'école de Francfort a porté ces questions, mais je pense qu'elle ne les a pas portées du tout suffisamment loin. Cette question de la science et de son rapport à l'économie politique est restée très largement sous-estimée dans ce que Marx en a dit à cette époque. Et je pense qu'aujourd'hui, on interroge très peu cette question. Althusser avait tourné autour de cela, mais d'abord, je ne suis pas sûr qu'il était rentré dans le cœur du problème. Et en tout cas, tout cela a été pudiquement remis sous un voile de dissimulation des bijoux de famille, si j'ose dire. Ne cachez ce sein que je ne saurais voir. Voilà, c'est le sein du problème. C'est même le sein des seins du problème, si je dis ainsi, excusez-moi, de cette boutade ridicule. Et ça a amené à toutes sortes de malentendus qui font système avec une mécompréhension profonde de ce que c'est que le prolétariat et la prolétarisation. Dont un des élèves de Althusser, qui s'appelle Rancière, est un exemple typique. La nuit des prolétaires parle de tout sauf des prolétaires. Il n'y a pas un seul prolétaire dans la nuit des prolétaires, il n'y a que des ouvriers, et précisément les ouvriers ne sont pas des prolétaires. Et c'est ça qu'avaient très génialement vu Marx et Engels, qui sont oubliés ensuite. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer que si Rancière et peut-être Althusser lui-même ont fait cette confusion, c'est parce que Marx lui-même l'a faite. Dans le Capital, c'est plus du tout clair. Dans le Capital, Marx a tendance à synonymiser ouvriers et prolétaires, à dire le prolétariat, c'est la classe ouvrière, ce que les partis communistes et les marxistes en général reprendront à leur compte comme une évidence absolument indiscutable, et c'est précisément ce qui va leur faire rater totalement les problèmes que, par exemple, Gramsci posera dans les années 1920. Parce que Gramsci ne voit pas les choses ainsi, c'est évident, c'est parce qu'il ne les voit pas ainsi qu'il est un nouveau penseur qui renouvelle profondément ce que c'est que la question posée par Marx. Quoi qu'il en soit,
c'est la science qui contribue à ce que Simondon appelle la concrétisation des machines. Et Marx décrit cela comme une inscription du savoir dans la matière. Il emploie presque littéralement cette expression-là. Autrement dit, la matière est devenue une surface d'écriture du savoir, mais ce savoir, s'écrivant dans la matière industrielle, sort du cerveau, il emploie le mot cerveau, des travailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du cerveau de ces travailleurs-là, ils sont latéralisés, expulsés, au sens où Simone Weil le décrit de manière quasiment existentialiste dans son livre magnifique. Si on prend ce que je viens de dire au sérieux, et je vous y invite chaleureusement, alors qu'est-ce qu'on fait de la divulgation technique ou technologique? Je dirais plutôt technologique d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a un gap entre la technique et la technologie chez Simondon. Qu'est-ce qu'on fait de la divulgation technologique chez Simondon aussi bien que chez Marx? C'est compliqué cette affaire. Je crois qu'il y a des ressources chez Marx pour poser le problème de la divulgation technologique plus loin que Simondon. D'autre part, la technologie, si elle est bien ce qui consiste à mettre la science au service de l'externalisation des savoirs dans les machines, pose la question d'une nouvelle épistémie et d'une nouvelle critique de la science, ou de ce que on appellera plus tard, après Habermas, la technoscience précisément. Il faudrait ici interroger le temps technologique, le temps de la technologie industrielle, pas simplement de la machine d'ailleurs, parce que la machine c'est l'objet industriel du 19e siècle, mais aujourd'hui nous sommes, comme le disent Dehaut et Huyghe, au temps des appareils. Par exemple du smartphone qui est dans la poche, qui n'est ni une machine, ni un outil, ni un instrument. C'est un appareil. Et quel est le type de problème qu'il pose? Voilà une question pour laquelle, à mon avis, il faut aller plus loin sinon pour interroger. Et c'est vers cela que je vais m'orienter. Il me faut une fois de plus rappeler ici, je suis désolé pour ceux que ça pourrait lasser de m'entendre le dire une fois de plus, que pour moi, le premier qui a posé le problème de l'extériorisation du savoir dans la technique, ce n'est pas Marx, c'est Platon. Et il l'a posé à propos de l'écrit, et il l'a posé en quelque sorte, et je vais même dire couché par écrit. Mais en fait, sans doute avant Platon, c'est Socrate qui l'a posé par oral, lui qui n'écrivait pas, dit-on, mais qui savait écrire comme Havelock l'a montré. Évidemment, on le sait, il le dit lui-même, mais ce que Havelock dit, c'est que bien entendu qu'il écrivait, c'est totalement artificieux et rhétorique de dire que Socrate n'écrivait pas. Tant de gens se sont laissés leurrer par cette affirmation, Nietzsche compris, que Socrate n'écrivait pas, ce qui est une ânerie totale. Socrate refusait d'écrire dans la pratique du dialogisme, c'est pas du tout la même chose, bien entendu, que Socrate écrivait. Quoi qu'il en soit, c'est Platon qui a consigné, j'emploie un terme de Husserl, par écrit, les enseignements de Socrate, et qui donc a extériorisé ces enseignements de Socrate dans des livres, en posant précisément comme le cœur de l'enseignement de Socrate le problème de l'extériorisation du savoir. C'est Socrate qui a posé ce problème, et c'est dans son rapport à son élève Platon que nous le recevons. Il l'a posé comme le problème d'une perte de savoir, dont nous savons bien, mais Socrate et Platon le savent tout aussi bien que nous, c'est Havelock, c'est Hong et c'est tant d'autres gens qui l'ont montré, que cette extériorisation du savoir est la condition de formation de ce savoir. Parce que le savoir dont on parle ici, c'est le savoir apodictique. Ils savent très bien que ce savoir apodictique ne peut pas se constituer sans l'écriture. Dès lors, il pose le problème de ce que j'appelle moi, et ça je le dois évidemment à Derrida, même si je ne lis pas cela exactement comme Derrida aujourd'hui, il pose le problème de ce que j'appelle la pharmacologie de l'extériorisation. C'est ça l'enjeu. Donc je soutiens pour ma part qu'elle doit s'appuyer sur une organologie, cette pharmacologie. C'est-à-dire sur l'équivalent de ce que le jeune Marx, dans les années 40, a écrit sous le titre de l'idéologie allemande, c'est-à-dire la critique de la métaphysique que lui appelle la philosophie. Très tôt dans son histoire, c'est le début de son histoire, c'est avec cette idéologie allemande qu'il rompt avec l'idéalisme hegelien et que donc il va proposer une autre conception de la dialectique qui n'est plus idéaliste donc mais matérialiste. Cette revendication d'une organologie, on la retrouve d'ailleurs tout au long de l'histoire de Marx. Bien entendu, la fin du chapitre sur l'automation est un discours sur l'organologie, par exemple, le chapitre des gros Brisseux de 1857. La grande industrie
premier livre du Capital commence en disant il faut faire une théorie de l'évolution technique, j'en ai parlé dans mon premier bouquin, etc. Donc c'est une constante chez Marx. Marx, c'est d'abord un discours sur l'organologie, ce que je rappelle moi l'organologie. Cela étant, pour pouvoir penser tout cela, je pense qu'il faut revisiter en profondeur la question de ce qui met en mouvement tout cela. Or, ce mouvement, je soutiens que c'est celui du désir. Et je soutiens que ce désir est également constitué par un processus d'extériorisation. Celui qui pose tout ce mouvement est celui du désir, ça n'est pas Marx, c'est Hegel. C'est Hegel, surtout évidemment commenté par Alexandre Kojève en France, mais c'est bien dans le texte de Hegel lui-même, c'est pas seulement Kojève ou Bataille qui mettent cela dans Marx. Non, dans Hegel. C'est dans le texte de Hegel de toute évidence, bien entendu. Hegel, c'est un penseur du désir parce que c'est un lecteur d'Aristote. Et que le premier grand penseur du désir, au sens où j'en parle ici, c'est Aristote. Même si le premier a posé le problème du désir, ce n'est pas Aristote, ce n'est même pas Platon, c'est Socrate. Et donc, toutes ces questions sont toutes constitutives de la philosophie d'emblée. Ce désir, je soutiens, quant à moi, le désir au sens où il n'est pas réductible ni à la pulsion ni à l'instinct, le désir est constitué, lui aussi, par un processus d'extériorisation. Voilà ce que je voudrais souligner ici pour revenir ensuite à Marx puis à Simondon. Il est constitué par un processus d'extériorisation qui provoque ce que John Bowlby appelle la perte et l'attachement, ou plutôt l'attachement et la perte. Tel que l'attachement et la perte dans le monde noétique des êtres de la vie technique que nous sommes, tel que les décrit Marx dans l'idéologie allemande, eh bien, notre attachement ne se réduit pas simplement à l'attachement instinctif de la mère pour son petit et réciproquement du petit pour sa mère à travers l'imago au sens des zoologistes, mais précisément comme un processus qui passe par l'objet transitionnel et qui constitue justement un désir et non pas un instinct. Et donc un processus de fidélisation qui va faire que je suis fidèle à la mémoire de ma mère et à travers ma mère à ma grand-mère, etc. Et je suis affecté, y compris par tout ce qui peut arriver, y compris face à une école juive où on va massacrer des enfants et où ça va me toucher très directement. Cette question de la pitié que pose Rousseau pour la première fois dans ces termes, elle suppose un désir qui lui-même est capable de se projeter dans un horizon de fidélité qui a toujours déjà dépassé ma sphère strictement vitale et qui constitue ce que dans une langue qui est celle de la philosophie idéaliste, par exemple, on appelle l'esprit. Esprit qu'on emploie aussi dans le monde religieux. La construction d'un tel espace, nous enseigne Winnicott, car c'est en fait, évidemment, chez lui que ça se produit, suppose un objet transitionnel, c'est-à-dire une extériorisation dans un artefact sans lequel le désir ne peut pas se constituer. Sujet que la psychanalyse a très largement ignoré jusque tout récemment encore. Autrement dit, la question de l'extériorisation des savoirs et donc de la prolétarisation qu'elle induit ne concerne pas seulement les savoir-faire et le travail, elle concerne par exemple les savoir-vivre, la sphère intime, la construction du désir. On peut prolétariser la mère et l'enfant, on peut détruire leur désir, on peut les rendre fous par la même occasion, parce qu'un être humain qui n'a pas de désir devient fou et dangereux. Et on peut aussi, comme le disait John tout à l'heure, John Stuart, on peut court-circuiter non seulement les savoir-vivre, qui sont produits par le désir, mais les savoirs pensés au sens de la rationalité, c'est-à-dire qu'on peut court-circuiter les savoirs théoriques, les savoirs formalisés, les savoirs scientifiques eux-mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que ces savoirs scientifiques soient finalement autoproducteurs à l'intérieur d'une techné où il n'y a plus d'individu désirant pour désirer le savoir. Problème posé par Hegel dans la préface à la sociologie de l'esprit. Le savoir pourra abandonner ce nom d'amour du savoir pour devenir savoir effectivement réel. C'est cela, le savoir absolu, c'est l'automatisation du savoir. Et c'est la destruction du désir de savoir qui conduit d'ailleurs à ce que Marcel Gauchet pose comme étant le problème de l'école aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il dit l'école ne marche plus parce que d'abord les mômes ne désirent plus savoir. Parce que le savoir en tant que forme du désir a été détruit. Le savoir n'est plus du désir. Et ça, c'est ce qu'annonçait Hegel. Lui pensait que c'était une bonne chose. Il ne se rendait pas compte que c'était peut-être une chose horrifique, mais je dirais peu importe ce qu'il pensait.
il a eu la extraordinaire préscience de tout cela, et c'est ça qui est décrit dans le hegelianisme, et c'est cela que Marx a voulu renverser. Car ce qui est en jeu en 1857 dans les gros nourrisseux, c'est l'affirmation par Marx que cette destruction du désir dans le savoir par l'intermédiaire de la prénotarisation par les machines ne peut pas fonctionner, d'abord parce que économiquement parlant, elle n'est pas viable, elle conduit à la destruction des travailleurs et donc du marché et donc du capitalisme lui-même. Et ça, il faut le reprendre, ce sujet, aujourd'hui, en passant d'ailleurs par la critique de Schumpeter, qui était à l'horizon de ce que disait tout à l'heure Franck Corneret, parce que derrière tout cela, il y a ensuite un siècle de théorie d'économie industrielle du XXe siècle qu'il faut revisiter à partir de ces problèmes. Ces problèmes qui doivent intégrer la question freudienne de la construction de l'appareil psychique. L'appareil psychique de l'enfant, et donc de son désir, suppose un processus d'extériorisation et d'intériorisation. Donc la question qui est derrière tout cela, et qu'à mon avis Simondon a largement négligé, c'est le problème de l'intériorisation. Ces questions-là, Simondon les rend pensables à partir du moment où il pose le problème du transindividuel comme étant foncièrement conditionné par la stabilité et la métastabilité, enfin non, en l'occurrence, c'est même pas la métastabilité, c'est bien la stabilité de l'objet technique. Précisément, ça n'est pas la métastabilité. L'objet technique a une stabilité qui permet de construire une métastabilité sociale sur la stabilité qui est fondée et rendue possible par l'extériorisation technique. Ça, c'est la base même de la théorie simondonienne. Mais ce que Simondon rend ainsi pensable, lui-même ne le pense pas. J'ai essayé de l'argumenter longuement ailleurs, donc je ne vais pas y revenir. Il ne le pense pas parce qu'il est confronté au problème de ce qu'il appelle, c'est dans la revue philosophique que j'ai développé ça, l'unité magique. Et je pense que son discours sur l'unité magique, et donc la deuxième partie, le début de la deuxième partie du mode d'existence des objets techniques, empêche Simondon de penser ce qu'il appelle l'ontogenèse comme étant à la fois une sociogenèse, une psychogenèse et une technogenèse. Pour le dire dans les termes que j'ai proposés ici et là, et tout à l'heure, Simondon permet de penser une organologie générale, mais en fait, il ne suffit pas pour produire une telle organologie générale. Pour une raison précise, qui est qu'il n'accorde pas à l'individuation technique le statut qu'elle devrait avoir. Et ça, c'est ce qui apparaît donc dans son interrogation de ce qu'il appelle l'unité magique. J'ai essayé de montrer dans la revue philosophique, il y a 3-4 ans maintenant, avec mes amis Vincent et Jean-Hugues ici présents, qui étaient à l'origine de ce numéro, que Simondon, en fait, lorsqu'il parle de l'unité magique et du passage de l'unité magique à, disons, à ce qu'on pourrait appeler les grands empires, aux sociétés urbaines, etc., il ne pose pas le problème de ce que j'appelle moi la grammatisation. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le rôle que joue en particulier l'extériorisation sous forme de mnémotechnologie telle que l'écriture dans la construction de ces processus d'individuation collective d'un nouveau genre qui apparaissent après le néolithique. Si j'y insiste, je ne vais pas le développer, je n'ai pas le temps. Et puis si ça vous intéresse, allez lire la revue philosophique. Mais si j'y insiste ici, c'est parce que la question de la grammatisation est aussi, qui est un processus, c'est aussi celle qui rend possible la pensée de la prolétarisation. Et là, je reboucle ce que je disais tout à l'heure sur Socrate, Platon et l'écriture. La grammatisation, c'est un concept qui a été développé par Sylvain Auroux pour décrire l'apparition de tagrammata, des lettres, comme étant la spatialisation du temps de la parole. Mais moi, j'ai donné à cette conception une extension beaucoup plus ample, puisque je fais commencer la grammatisation au moins au cours du paléolithique supérieur. À chaque fois qu'il y a un processus d'extériorisation sous forme de discontinuité spatiale de cycle continu de la vie humaine, par exemple avec des os incisés tels que les analyses d'André Leroy-Gourhan en 1964 dans le premier tome du geste et de la parole, ou dans le deuxième, je ne me souviens plus, on a affaire à un processus de grammatisation. Ça commence il y a probablement au moins 30 000 ans, peut-être même 300 000 ans. Si on suit des hypothèses de Leroy-Gourhan, c'est plutôt à l'époque de Néandertal que ça commencerait. Et ça se poursuit à travers le web, en passant par tous les stades de développement de ce que Georges Canguilhem appelle la vie technique. Et ce que décrit Georges Canguilhem sous ce type de la vie technique, c'est la description beaucoup plus approfondie et passant par la médecine de ce que
Marx, dans l'idéologie allemande, en trouve comme étant la question d'une vie qui passe fondamentalement par des organes artificiels et qui ne pourrait pas exister sans eux. Dans le geste et la parole, d'ailleurs, Simondon fait l'hypothèse que l'apparition de la grammatisation, de ce que j'ai décrit comme ça ici, c'est peut-être le passage de ce qu'on aurait appelé avec Freud la horde à l'ethnie, c'est-à-dire de la constitution des groupes idiomatiques qui ont leur langue propre, etc. L'ethnicisation apparaîtrait avec quelque chose de ce type-là. Ça, c'est une hypothèse, je n'ai pas du tout les moyens de la vérifier personnellement, mais j'aimerais bien un jour en rediscuter avec des archéologues avec qui j'en avais parlé autrefois, comme Jean-Paul Demoule par exemple, et depuis, c'était il y a 20 ou 30 ans, depuis beaucoup de documentation archéologique est apparue, mais je voudrais mettre à jour cela, je n'ai pas eu le temps de le faire. Quoi qu'il en soit, la grammatisation apparaîtrait, dans ce que je viens de vous dire, de manière absolument attestée, à mon avis, il y a au moins 30 000 ans, à l'époque, par exemple, de la grotte Chauvet, probablement avant, mais elle n'apparaît que sur la base d'une extériorisation primordiale bien plus ancienne, qui a 2 millions d'années, et qui est cette extériorisation primordiale déjà à l'œuvre dans le processus d'individuation psychique et collective. Et c'est là, si je dis cela, que c'est pour insister sur le fait que c'est, à mon avis, le fait dont on ne rend pas compte le concept d'unité magique de Simondon. Et c'est ça qui me pose problème chez Simondon. Simondon, à mon avis, ne pense pas le processus de grammatisation parce qu'il ne pense pas non plus de manière claire le rôle de l'individuation technique dans l'individuation psychique collective. Et en fait, c'est ça qui l'amène à parler d'une unité magique qui en réalité n'aura jamais été une unité, mais toujours une forme de vie clivée, on dirait dans le langage de Hegel, de Marx, dialectisée par la technique. Moi je ne dis pas dialectisée, je dis schisée. Et j'emploie ce mot, vous l'avez bien compris, à dessein. Il renvoie de toute évidence à une question que Deleuze et Guattari ont soulevée. À partir de là, si ce que je viens de dire est vrai, et vous pourrez bien entendu le contester, mais si ça a quelque sens, en tout cas, on conçoit aisément que du coup, eh bien, Simondon ne peut pas non plus penser le machinisme comme un processus de grammatisation. Or, le machinisme, c'est un processus de grammatisation. C'est très précisément ce que montre le chapitre de Les Grundrisse sur l'automation. Ce que dit Marx de la machine dans ce chapitre, c'est que la machine est une surface d'écriture. Une écriture du savoir hors de l'appareil psychique du sachant, tel que reprendra d'ailleurs Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne. L'extériorisation du savoir en dehors du sachant, c'est ce qui rendra possible, dit Lyotard, la société postmoderne comme marchandisation du savoir. J'en profite ici pour saluer les manifestations qui ont eu lieu à Montréal hier ou avant-hier pour lutter contre la marchandisation du savoir. C'était le cas au Chili l'année dernière, c'était le cas à Londres la semaine dernière, j'ai participé à cette manifestation, et c'est un grand mouvement qui se met en œuvre du côté des étudiants aujourd'hui pour lutter contre un processus extrêmement dangereux pour le savoir. Je crois donc que Simondon ne voit pas ce fait dans son analyse de la machine. Il ne voit pas que ça poursuit un processus de grammatisation qui en fait est rendu possible par Vaucanson, c'est-à-dire par l'invention de l'automate, qui elle-même va donner lieu au métier à tisser. Le métier à tisser va conduire à la machine-outil, etc. Tout ce que décrit Simondon d'une certaine manière, sauf qu'il ne fait pas, à mon avis, le rapport avec cela. Et c'est assez étonnant, parce que sa connaissance extrêmement grande de la technique aurait nécessité tout cela. En réalité, il y a une raison, à mon avis, à ça, qui est la même que celle que je disais tout à l'heure, c'est sa méfiance vis-à-vis de Wiener et de la cybernétique. Et je crois une certaine résistance qu'il pose toujours, parce que ça, tous les gens qui ont étudié l'histoire de la cybernétique savent le rôle de Vaucanson, savent le rôle de Jacquard, savent le rôle de rapport entre Jacquard, de Bench, etc., et que tout ça est à l'origine de ce qu'on appelle la mécanographie, puis l'informatique et l'orgueil numérique. Mais du coup, je dirais que tous ces points d'histoire industrielle sont importants en soi, mais je dirais surtout qu'ils m'apportent moi au présent, dans la mesure où les technologies intellectuelles numériques, qui sont en train de bouleverser notre société, et qui sont porteuses d'un processus, selon moi, et selon Arsène Mistral, de déprolétarisation, eh bien, c'est ce que, je crois, Simondon ne suffit pas à penser. Il faut passer par Simondon pour penser cela, mais on ne peut pas s'y arrêter. Pourquoi ? Nous en avons parlé dans le premier livre qu'a édité Arsène Mistral, qui s'appelle Réenchanter le monde.
La thèse que nous avons soutenue dans ce livre, dont j'insiste sur le fait que c'est un travail collectif, et moi je crois beaucoup au travail collectif, dans le monde intellectuel je crois même qu'il n'y a que du travail collectif, cette thèse, pour rendre à César ce qui est à César, elle vient en partie de Philippe Aigrin, avec qui je travaillais il y a plus de 20 ans pour la Bibliothèque nationale de France, avec Alain Giffard d'ailleurs, lorsque nous nous demandions quel était l'avenir des machines à lire qui se développaient à cette époque-là. Le web n'existait pas encore véritablement, même pas du tout. L'Internet existait, mais peu de gens en connaissaient l'existence. Et nous spéculions à cette époque, à l'Université de Compiègne et à la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelait encore à l'époque la Bibliothèque nationale, sur des machines de lecture assistées par ordinateur, qui auraient permis non pas de prolétariser le lecteur, comme le décrit Giffard aujourd'hui, mais au contraire de le déprolétariser. C'est-à-dire de lui rendre possible des processus de réintériorisation du savoir extériorisé. Car finalement, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? C'est réintérioriser ce qui a été extériorisé. C'est ça, l'enseignement et l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous disions qu'il est possible, alors là, cette fois-ci, nous disions avec Philippe Aigrin, quelqu'un qui aujourd'hui joue un rôle important dans la pensée des relations entre le numérique et la politique et l'économie. Hein. C'est un des grands animateurs de la quadrature lunaire, etc., de tout le mouvement lié à la source logicielle libre et toute cette transformation qui s'opère actuellement d'un point de vue industriel, parce que le web c'est une industrie. Nous soutenions avec Philippe Aigrin, qu'on pouvait imaginer que ce qui ne s'appelait pas encore le web, parce que ça n'existait pas encore, disons la mise en réseau des machines de lecture et des lecteurs à travers leurs machines, aboutirait à la naissance de ce que j'ai appelé depuis un milieu technologique associé. Nous reprenions ce concept de milieu associé chez Gilbert Simondon. Tout le monde le connaît ici, je pense, c'est le concept de milieu associé de la turbine Gumball, notamment, mais je rappelle que le milieu associé chez Simondon, ça ne veut pas dire que le milieu associé de l'eau, de l'usine marémotrice, où la nature sert de fonction technique au fonctionnement de cette machine, qu'est la turbine Gumball. C'est aussi chez Simondon, ça c'est dans l'individuation psychique collective, la mémoire comme étant le milieu associé de l'individu psychique, qu'il emporte partout avec lui, et sous toutes ses formes, y compris son smartphone. Donc, ce concept de milieu associé, il est extrêmement important chez Simondon. Il se trouve à la fois du côté des objets techniques, du modèle d'existence des objets techniques, mais aussi du côté de la conception de l'individuation psychique et collective. Et c'est ça qui fait le lien entre les trois types d'individuation qu'à mon avis, Simondon lui-même n'a pas fait. Mais en revanche, ce que nous avons essayé de faire, nous, avec Aigrin, ça consistait à dire que là où Simondon a posé le problème d'un milieu techno-industriel associé, qu'il appelait un milieu géographique, techno-géographique, et en donnant l'exemple de la turbine Gumball, mais aussi en se référant à bien d'autres aspects dont la machine la locomotive et du milieu technologique organisé par les rails, les voies ferrées, etc., il fallait raisonner, disions-nous avec Aigrin, en termes de géographie humaine. Et il fallait penser, non pas ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdsourcing, parce que le problème, ce n'est pas la foule. L'individuation collective ne se réduit pas à la foule, précisément. Mais en revanche, parce que la foule, pour moi, elle connote toujours ce qui est décrit dans la maçon-psychologie de Freud, par exemple. Hein. Mais en revanche, la mobilisation d'un milieu géographique humain, comme on parle de la géographie humaine, capable de participer à une individuation du système techno-industriel, délibéré, débattu, publiquement constitué, et faisant l'objet donc de processus d'intériorisation et d'extériorisation critiquement constitués. Ce qui constitue l'horizon de ce que j'ai appelé dans le troisième tome de la technique et le temps une nouvelle critique. Si je vous dis cela, c'est pour aller vers ma conclusion, je ne sais pas combien de temps il me reste. Si je vous dis cela, c'est parce que sur ce point-là, je vais m'inscrire un petit peu en faux, à la fois contre Simondon et contre Marx. Je pense que Simondon, par une certaine conception de la standardisation, rend impossible la pensée de ce qui se produit aujourd'hui avec les technologies numériques, qui vont bien au-delà de la standardisation. Il y a bien entendu de la standardisation. On a fait l'honneur d'inviter dans un mois à Lyon au sommet mondial du web, j'en suis extrêmement fier, le Tim Berners-Lee, qui est le grand standardiseur des métadonnées et des données mondiales, celui qui a construit l'espace public du web. Et ça, c'est un processus de standardisation et de normalisation industrielle de toute évidence. Le W3C, c'est une instance de normalisation et de ce point de vue-là, de standardisation. Sauf que ce qu'essaye de penser le W3C, tout comme
Les gens qui pensaient SGML, sur lequel avaient basé les standards de la machine à lire de la Bibliothèque de France, d'ailleurs en 1990, essayaient de le faire dans l'armée américaine, c'est de faire des standards qui peuvent se déstandardiser, c'est-à-dire qui ont la capacité à supporter des idiomatisations locales dans ce qu'on appelait à l'époque, dans la norme SGML, des DTD, c'est-à-dire des normes partagées de spécifications. Par exemple, les DTD de la bibliothèque d'Oxford ne sont pas celles de la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, qui ne sont pas celles de la bibliothèque de France, etc. Et c'est heureux, car ça permet d'éviter une entropie dont tous ceux qui s'opposent à Google disent que si on laisse la norme industrielle googlienne dominer le monde de la lecture et de l'écriture et de la bibliothéconomie, alors on ira vers une entropie, non pas de la technologie, mais du marché. Et là est l'enjeu des questions que j'essaie de soulever ici. Je crois que chez Simondon, il manque, et c'est normal parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Simondon ne peut pas être Dieu, donc il manque des choses à Simondon, comme à nous tous, et il ne peut pas, Simondon, penser à un moment donné ce qui est rendu possible par le numérique, à savoir que le standard soit mis au service d'une déstandardisation. Autrement dit, que l'extériorisation soit mise au service d'une réintériorisation. Intériorisation psychique, comme individu psychique, mais aussi collective, à travers ce que nous appelons une économie de la contribution. Tout cela pour vous dire que ce problème qu'on trouve chez Simondon, en fait, d'une certaine manière, il est induit par Marx lui-même. Pourquoi ? Marx, dans son usage du mot prolétariat, dans sa pensée du processus de prolétarisation, va lui-même évoluer progressivement vers une conception du prolétariat comme étant essentiellement l'instance du négatif au sens de Hegel. C'est-à-dire que ce qui va faire du prolétariat une classe révolutionnaire, ce n'est pas sa positivité, c'est sa négativité. Et cette négativité, elle va être induite par le fait que nous n'avons plus rien, nous ne sommes rien, donc soyons tout. C'est ça, nous ne sommes rien, donc soyons tout. C'est un petit peu ce que dit notre camarade Mélenchon. Bon, c'est un peu court. Et aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de ce genre de discours. C'est très bien. C'est très sympathique. Moi, je crois beaucoup au fait que quand on n'est rien, on peut devenir tout. J'y crois absolument, mais à condition de passer par quelque chose. C'est-à-dire que, je dis de quelque chose au sens où Kant parlait de quelque chose, de l'objet égal X, si vous préférez. Il faut une détermination, comme disait aussi Hegel. La détermination chez Hegel, c'était le processus d'extériorisation. Lorsque Marx pose que le prolétariat est essentiellement une puissance du négatif, et qu'il fait du prolétariat l'instance dernière du négatif en politique, comme processus révolutionnaire, et bien ce qu'il s'interdit de penser, c'est la déprolétarisation. Or, moi, ce que je crois, c'est que le véritable enjeu politique de la technologie contemporaine, c'est qu'elle est porteuse de processus de déprolétarisation qui suppose un rapport positif et pas simplement négatif à la technique. La technique, ça n'est pas simplement le négatif, c'est aussi le positif, et je dirais que c'est même d'abord le positif. Je dirais que c'est le positif de la première thèse de la dialectique. C'est-à-dire, c'est ce qui pose, c'est la thésis qui pose à l'extérieur, ce que décrit si bien Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, qui détermine l'entendement, comme le montre Hegel. Et Marx dira, oui, mais cette détermination, elle est faite par des outils, elle est faite par des technologies, elle est organologique. Oui, et il aura tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il va venir renverser l'idéalisme hegelien et en faire une dialectique matérialiste, sauf qu'il ne va pas en tirer, à mon avis, les conséquences en termes de synthèse. En termes de synthèse, ce qu'il va se rendre impossible de penser, c'est la dialectique du maître et de l'esclave, qu'il faudrait revisiter en des termes tout à fait nouveaux. Je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de la dialectique du maître et de l'esclave ? Je veux dire que le marxisme, peut-être plus que Marx lui-même, s'est réapproprié cette figure de la dialectique du maître et de l'esclave d'une manière extrêmement rapide et, à mon avis, en négligeant très profondément la question du désir qui est derrière celle du travail de l'esclave chez Hegel. Dans sa description de la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel décrit un processus qui fait que par l'extériorisation au travail, le travailleur produit un savoir qui est une figure de son désir et qui va l'amener à construire une conscience en soi et pour soi, qui va faire que finalement il va devenir la figure du savoir et il va renverser la figure du maître. Autrement dit, il va opérer une synthèse entre maîtrise et travail qui donne lieu à quoi, historiquement parlant, pas du tout au prolétaire,
Pas du tout au prolétaire. Ce que décrit Hegel là-dedans, ce n'est pas du tout un processus de prolétarisation, c'est la transformation du travailleur en artisan et de l'artisan en bourgeois, c'est-à-dire en entrepreneur. Comme ça a été dit très souvent, Hegel, c'est avant tout un penseur de la bourgeoisie, de la prise du pouvoir par la bourgeoisie. Et ce qu'il décrit, c'est le savoir acquérant la noblesse, l'être de noblesse, pardon, c'est le travail acquérant ces lettres de noblesse à travers la conquête d'un savoir. Or, ce que décrit Marx, c'est exactement le contraire de cela. Il y a donc un immense malentendu dans la réappropriation que le marxisme a faite de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Car ce que décrit Marx, lui, c'est pas du tout la façon dont le travailleur va conquérir le savoir, c'est au contraire la façon dont la machine va priver le travailleur du savoir et va transformer le travailleur en un employé, ce qu'il appelle lui un salarié, qui n'est pas un travailleur, pas du tout un travailleur. Et la meilleure preuve, c'est que d'ailleurs Marx lui-même dit que le travail est condamné à disparaître. Il l'écrit en toutes lettres dans les Grundrisse. Et ça, c'est ce que nous devons penser aujourd'hui. Pourquoi? Pas simplement parce que c'est une question très importante pour les études marxiennes, hegeliennes, simondoniennes ou je ne sais quoi, des sociétés savantes académiques, mais parce que c'est l'enjeu de la sortie de la crise économique planétaire. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la question d'une réappropriation du pharmacole numérique au service d'une déprolétarisation, là où il est aujourd'hui essentiellement au service, il est mis essentiellement au service de la prolétarisation. La prolétarisation, par exemple, par les robots financiers qui permettent de transformer tout investissement en spéculation sans qu'on ait même la possibilité de lutter contre, parce qu'on utilise la technologie à travers les scientifiques, dont une partie vient d'école normale supérieure et une autre partie de Paris Dauphine, pour fabriquer un système ultra-spéculatif qui engendre une bêtise systémique qui elle-même conduit à une situation incroyable où c'est l'idéologie qui a conduit à l'effondrement de l'Europe qui est mobilisée pour donner des leçons à l'Europe. Et donc on est dans une situation acritique, je dirais acéphale, c'est pas tout à fait au sens de bataille pour le coup, absolument consternante, et qui fait que, bon, on voit la communauté, pas simplement des économistes français totalement épatés comme un canard qui serait fait totalement privé non simplement de ses ailes, mais mieux capable de courir sans sa tête. Mais c'est pas simplement les économistes qui en sont là, c'est toute la sphère des universitaires, des hommes politiques, de tous les représentants publics, de ce qu'on appelle les élites. Et ça, c'est fondé sur une mésinterprétation absolue de ce qui est devenu l'héritage de Hegel et de Marx à travers le marxisme, et qui n'a pas vu tout ce qu'il faudrait en tirer pour aller au-delà avec les questions qui ont été posées par Hegel et Marx pour la première fois. J'aurais voulu, je ne vais pas le faire parce qu'il est temps de s'arrêter pour qu'on puisse discuter, puis je commence à avoir soif, mais j'aurais voulu vous parler de la proposition spéculative, qui en fait, à mon avis, bon, la proposition spéculative, c'est le cœur de la dialectique hegelienne, entrevoit ces questions à travers, comme Catherine Malabou l'a bien montré d'ailleurs, la question de la lecture, puisque Hegel dit ce n'est que quelqu'un qui lit qui peut faire l'expérience de la proposition spéculative en tant qu'elle n'est pas réductive à la proposition prédicative, mais qui en même temps n'a jamais été thématisée par Hegel comme une question d'extériorisation du savoir ontologique et non pas simplement accidentelle. Bon, il aurait fallu ici repasser par Derrida et toutes sortes d'autres gens, mais je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Merci de votre attention. Je remercie beaucoup Bernard Stiegler pour ce que je nommerai, en empruntant un lapsus à Giovanni, ses remarques, c'est-à-dire cette lecture de Marx par récurrence avec Simondon, qui nous emmène dans des boucles spéculatives, parfois vertigineuses, mais toujours suggestives, et qui nous amène à poser un certain nombre d'enjeux concrets, brûlants, qui se jouent maintenant dans l'actualité, mais justement en évitant les courts-circuits, et en essayant de prendre des circuits plus longs. Alors je vais pas prendre tout ce qui a fait écho en moi dans ce que tu as dit, je vais juste te dire que, en tout cas, ça fait écho pour tous ceux qui ont assisté à cette première matinée, dans la mesure où énormément de choses qui ont été dites ce matin, finalement, se retrouvent aussi ici, hein, des gros trisseurs, à l'influence de Gortz aussi dans Radio Prolétariat, donc plein de choses. Et juste en guise d'interpellation, y compris pour les étudiants ici, souligner, tu as sans doute lu ce livre de Matthew Crawford qui s'appelle Éloge du carburateur, et dans lequel il soulève comme toi le problème de la crise du désir de connaissance. Et Aristote dit, c'est un désir naturel qu'a tout homme de connaître,
Mais ensuite, il montre comment, dans nos sociétés néo-industrielles, les universités ont transformé peu à peu leur finalité sans s'en rendre compte et étouffer ce désir. Parce qu'elles donnaient des diplômes pour sanctionner justement des apprentissages, des compétences et le fait que ce désir de connaissance était assouvi chez certains individus. Puis ces diplômes sont devenus la marque simplement d'une compétition et donc leur travail n'était plus de transmettre les connaissances mais de délivrer des diplômes. Puis ces diplômes sont donc devenus un simple signe de sélection. Puis cette sélection n'a même pas plus été la garantie de trouver un travail intellectuel intéressant. Et à ce moment-là, on en arrive à une conception bureaucratique du fonctionnement de la sanction universitaire qui fait que passer une thèse, obtenir un diplôme deviendrait ou devient dans certaines conditions quelque chose comme une simple formalité. Et le désir de connaissance est éteint, détruit, ruiné chez les individus qui se présentent devant l'institution. Alors, c'est juste là pour souligner un des enjeux que tu as dit, mais il y en avait bien d'autres. Ce que je propose, c'est qu'on prenne maintenant les questions pour... Juste un mot sur ce que tu viens de dire, ça croise un discours qu'on a commenté tout récemment, Théâtre de la Colline, à travers un dialogue qui s'est fait dans un bouquin que nous avons publié, excolet.fr, entre Denis Cambouchner et Marcel Gauchet, sur Marcel Gauchet qui soutient que l'école est un lieu de destruction du goût de savoir, maintenant. Et hier soir, j'ai regardé un documentaire qui a été fait par Public Sénat sur la manière dont l'évaluation à l'école commence dès 5 ans aujourd'hui, c'est-à-dire avant même le cours préparatoire, d'une manière qui donne à ce que tu viens de dire, et que décrit l'éloge du carburateur, une dimension absolument apocalyptique, qui est en train de détruire à la racine même le goût de savoir. Et ça, c'est une question très, très, très grave, voilà, sur lesquelles d'ailleurs nous allons nous mobiliser dans les semaines qui viennent avec Ars Industrialis et Scolaire.fr, bien plus encore que nous l'avons fait. Voilà, je tenais à rebondir sur ce que tu viens de dire là, parce que c'est pour moi une question fondamentale. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout de suite la séance de questions avec Bernard. On y passe un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut. Et puis ensuite, si tu as encore le temps d'être parmi nous, on invite les autres participants et on fait la table ronde. Alors, j'attends vos questions. Enfin, plutôt Bernard Stiegler attend vos questions. John. Depuis que je connais John, ça fait maintenant 25 ans au moins, c'est toujours lui qui pose la première question, quand il est là. Bernard, ce matin, tu n'étais pas là, mais on a déjà discuté de questions du capitalisme. Et il était dit, en se référant à Simon, que l'abolition du capitalisme ne suffit pas. Parce que, de manière, que ce soit stalinien ou d'autres, on peut être perdu dans ce système de productivisme qui t'aveugle et qui ne fait pas. Donc, l'abolition du capitalisme ne suffit pas, c'est le thème qu'on a évoqué ce matin. Et moi, je suis resté sur la question, je n'ai pas pu poser ce matin, mais je pose à chaque fois. Est-ce que ce n'est pas néanmoins nécessaire? Ce n'est pas suffisant, mais est-ce qu'il ne faut pas viser, de dépasser le capitalisme? Et l'autre remarque, c'est que je suis absolument fasciné, comme chaque fois, par ce que tu as dit, mais c'est des suggestifs, et pour moi, c'est quand tu as terminé que j'avais plus envie de savoir ce que tu allais dire. Parce que là tu évoques notre situation actuelle, tu évoques, en laissant entendre qu'il y a des choses à dire sur ce qu'il y a à faire, mais tu t'es arrêté justement où tu avais plus nous expliquer. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Si c'est exprès, c'est peut-être exprès. C'est ça que tu appelles un copain? Je vois la question une précise et l'autre plus. Alors pour la deuxième, je te renvoie à un article que j'ai publié sur le site de Télérama, où je décline un peu ça plus précisément. Moi, j'essaie de ne pas confondre deux rôles. Un qui est celui du philosophe et l'autre qui est celui de citoyen. Donc, tes deux questions, d'ailleurs, sont des questions pour moi qui s'adressent aux citoyens plus qu'aux philosophes. Je considère que les philosophes ne doivent pas sortir de leur rôle. Quand ils cherchent à sortir de leur rôle, comme Platon l'a fait à un moment donné, ils se mettent à écrire la République et c'est une catastrophe. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Pour moi, aujourd'hui, un philosophe, c'est ce que j'appelle un pharmacologue, c'est-à-dire c'est celui qui
fait de la critique pharmacologique, qui étudie les pharmacas, mais qui se garde bien de prescrire les thérapeutiques. La prescription des thérapeutiques, c'est le citoyen qui doit la faire. Alors il est évident qu'en tant que philosophe, je suis aussi un citoyen, d'abord parce que la philosophie ne naît que dans un espace de citoyenneté, mais en même temps, je pense qu'il faut se garder, en tant que philosophe, de passer du discours du philosophe à celui du citoyen à la même tribune, sans dire, cette fois-ci, je m'exprime en tant que citoyen, et c'est plus tout à fait la même chose. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Il y a des processus qui relèvent, je pense, de ce qu'on pourrait appeler, c'est la première fois que j'emploierai ce mot-là d'ailleurs aujourd'hui, je crois, j'ai jamais dit cela, mais je mets plein de guillemets, une pharmacologie fondamentale. Et puis, il y a des processus qui relèvent de ce que j'appellerais une pharmacologie pragmatique. Un bon médecin, c'est ce qui amène Canguilhem à dire que la médecine n'est absolument pas une science, mais c'est une technique, c'est un pragmatique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait avec, qui tâtonne. C'est pas simplement parce qu'il pratique l'imposition des mains, enfin l'imposition des mains, pas parce que l'imposition des mains, c'est précisément pas le médecin. Mais c'est pas simplement parce qu'il doit palper et qu'il doit faire un diagnostic qui, à un moment donné, est intrinsèquement empirique et très profondément intuitif. C'est parce que ce à quoi il a affaire, c'est à la technicité du vivant, dont on ne peut pas produire la science. Il n'y a pas de science de la technique. Il ne peut pas y avoir de technologie au sens de Beckmann, si vous voulez, strictement parler. Tu es peut-être en train de penser que je suis en train de noyer le poisson. Mais non, je ne suis pas en train de noyer le poisson. Pour répondre à ta première... Alors, ta deuxième question, j'y réponds en te renvoyant au site de Télérama, parce que je ne veux pas tout faire ici, et je ne veux pas assumer un discours de philosophe, là où c'est un discours de citoyen. Sur ce site, je dis, voilà, comme à mon avis, et je parle... Le site, c'est le site de Télérama, oui, si tu tapes Stigler Télérama sur Google, tu le trouveras tout de suite. C'est là où, m'exprimant d'ailleurs pas seulement mon nom, mais au nom d'Arsène Israélis, mais aussi avec une quinzaine de membres d'Arsène Israélis, dont plusieurs sont présents ici, nous disons, voilà ce que nous pensons devoir être une économie de transition pour passer, non pas du capitalisme au socialisme, mais du consumérisme à l'économie de la contribution. Et ça, c'est ce qui m'amène à te répondre maintenant à ta première question. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la question soit d'actualité de sortir du capitalisme. Je ne crois absolument pas. Je ne dis pas ça en disant qu'il faut protéger le capitalisme, même si je l'ai écrit et je le redis quand même, le problème du capitalisme, c'est le caractère autodestructeur aujourd'hui, et que ce caractère autodestructeur du capitalisme, il est très problématique parce que, étant donné qu'il n'y a pas actuellement de modèle post-capitaliste capable d'organiser la société, l'après-capitalisme ne peut être que ou le fascisme ou la guerre mondiale. Donc je ne veux ni du fascisme ni de la guerre mondiale. Par conséquent, mon problème, ce n'est pas du tout de détruire le capitalisme, c'est de l'empêcher de me détruire. Ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je ne crois pas, si tu veux, quand on est philosophe, normalement, on procède, je sais bien que c'est un point de vue un peu cartésien, mais ça me paraît quand même indépassable de ce point de vue-là, en faisant un ordre des questions. On pose des questions dans un certain ordre. Une philosophie se définit par l'ordre dans lequel elle présente les questions. Chez Spinoza, par exemple, la première question, c'est le conatus, et c'est la question du désir qui est derrière, etc. C'est la première question. C'est pas la substance, c'est ce qui, dans la substance, fait que la substance est, appelons-la, c'est pas un terme de Spinoza, mais peu importe, désirante. Ça, c'est fondamental. Moi, je soutiens qu'aujourd'hui, alors là, et ça je le dis en tant que citoyen, pas en tant que philosophe, mais aujourd'hui, en tant que citoyen, je pose que l'ordre des questions, d'un point de vue politique cette fois-ci, ça n'est pas de détruire le capitalisme, c'est de changer de régime industriel. Et je donne souvent cet exemple, d'ailleurs, dans un livre qui n'est pas encore paru, j'en ferai un commentaire assez long. Robert Linard a analysé les discours de Lénine en 1905 et de Lénine en 1920 sur ce que représente Frédéric Taylor pour l'histoire du prolétariat et du genre humain en général. En 1905, Lénine dit de Frédéric Taylor, en 1905 ou 1907 plutôt, que Frédéric Taylor c'est l'expression diabolique du capitalisme incarné. Et en 1920, il dit que c'est la norme qu'il faut que nous appliquions au plein quinquennal. Donc, et là la question, c'est d'ailleurs Gors qui a posé ces problèmes en premier, il a été évoqué ce matin, si j'ai bien compris,
La première question est là pour moi. Les vraies questions, ce ne sont pas d'abord des questions de régime politique. C'est une question très importante, bien entendu. Mais les régimes politiques sont eux-mêmes fondés sur des régimes technologiques et industriels. Je ne dis pas du tout que la technologie détermine les choses. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Sinon, je ne parlerai pas de pharmacologie positive et négative. Je dis simplement que la technologie conditionne et ouvre des champs de possibilités de virtualité à l'intérieur desquels les décisions politiques peuvent être mises en jeu et aussi des décisions économiques. Pour moi, la question d'aujourd'hui, c'est pas de sortir du capitalisme, c'est de sortir du consumérisme et d'entrer dans l'économie industrielle de la contribution, c'est-à-dire dans le temps de la déprolétarisation. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut relire Marx. Marx doit être remis au service d'une pensée de la déprolétarisation qu'il avait en tête lui-même, il l'a revendiqué très clairement, et puis il l'a perdu en route, et alors je ne parle pas du marxisme. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, que je considère que le capitalisme est indépassable, non, bien au contraire, en plus je le combats pour ce qui me concerne, mais je dirais que le problème d'aujourd'hui, c'est pas ça. Le problème d'aujourd'hui, c'est d'arriver à reconstruire un horizon crédible et soutenable d'un capitalisme, non pas à visage humain, je ne vais pas utiliser ce genre de phraséologie débile, mais je dirais d'un capitalisme encore soutenable pour 2 ou 3 décennies, qui permettra, j'espère, d'engendrer un autre régime qui ne sera plus un capitalisme. Mais je ne sais pas du tout ce que ce sera. Ça ne sera certainement pas ce qu'on nous appelle aujourd'hui, ou ce qu'on appelait autrefois, le socialisme ou le communisme. En revanche, une chose dont je suis certain, c'est que ça posera à nouveau frais le problème de la propriété. Donc ça réactivera les questions du 19e siècle posées par Karl Marx. Et donc, si je résume ce que je viens de dire, je pense que les questions philosophiques que Marx pose sont de très grande actualité, qu'elles posent le problème, pour moi, en tant que citoyen, d'une décision politique, et plus simplement d'un point de vue philosophique, de ordonner les questions d'une certaine manière. Le texte de référence pour moi, c'est 1857, les Grundrisse, c'est pas le Capital, parce que le Capital renverse tout l'ordre des questions, il ne voit plus le problème de la déprolétarisation. Quand on parle de dictature du prolétariat, ça veut dire qu'on considère que c'est le négatif qui doit s'imposer comme l'avenir, et je ne crois pas du tout que le négatif soit porteur d'un quelconque avenir. Je suis beaucoup plus proche de Deleuze ici, ou de Nietzsche que du marxisme. Je pense que la dialectique n'est pas une pensée qui nous permet d'aller loin, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faille arrêter de la lire et de la critiquer. Il y a beaucoup à apprendre d'une relecture de Hegel et dialectique hegelienne ou marxienne. Voilà en gros ce que je peux dire. Ça nous fait une habile transition vers la question de Anne, je suis sûr. Alors, merci pour ce très bel exposé. Alors, ma question porte en fait sur les concepts extériorisation, intériorisation. Je suis fascinée évidemment par cette lecture du rapport entre Marx et Simondon. Moi aussi, je suis entièrement fascinée par ces questions du rapport entre technique et politique, le rapport en réalité qui est posé là par cette confrontation entre Simondon et Marx et qui fait apparaître l'individuation sociale comme un problème simultanément technique et politique et qui, dans mes méandres de pensée à moi, passe par le concept de machine tel qu'il est travaillé notamment par Guattari. Parce que en réalité, ce sont 1, 2 ou 3 points l'exposé qu'on vient d'entendre, cette idée de la machine me semble en fait très percutante. D'abord parce qu'elle permet, et je reviens à la question de l'extériorité et de l'intériorité, la machine est percutante parce qu'elle permet, tant au plan du désir tel que Deleuze et Guattari mettent en place dans l'anti-élite, tant au plan du désir dit individuel, d'échapper, disons, à un antagonisme entre des individus et puis du social collectif. Alors justement, la technique, dès qu'on se met à penser le technique, on pense en réalité une individuation psychique et collective qui passe par une matérialisation nécessairement technique. Et s'il y a un gap entre technique et technologique, c'est simplement un gap en réalité de mode de subjectivation et qui fait toute la spécificité, disons, de l'agencement capitalistique. Ce qui fait que si nous réfléchissons sur la technologie, nous réfléchissons ipso facto aussi à quelque chose qui est le régime du capitalisme. Maintenant, je suis fascinée aussi par la façon dont le concept d'extériorisation, ici, permet de relire toute cette tradition française qui va de Simondon, mais aussi chez Leroy-Gourhan, à l'Entäußerung, l'Entfremdung, mais aussi la libération chez Leroy-Gourhan. Et chez Leroy-Gourhan, je trouve que, malheureusement, on est dans une sorte de battement entre un individu humain
qui sort ces organes et qui réussit, par le biais de la technique, à les mondialiser. Sur son cerveau, ça donne l'ensemble de télécommunications, etc. Or, on part d'une conception qui est une conception spirituelle, individualiste, focalisée sur un corps humain. Or, il me semble que dans le dispositif de l'organologie, justement, ce qui est passionnant, c'est d'échapper à ce balancement entre de l'individuel, granulaire, et puis du collectif, plus ou moins stable. Et donc, en réalité, je me demandais si, plutôt que de réfléchir en termes d'intériorisation, de réintériorisation du savoir, par exemple, et d'extériorisation, qui sont encore un petit peu son extrait, son marxo-hegelianisme, disons, il ne faudrait pas mieux penser en termes, justement, de rapport entre le standard et sa modularité, c'est-à-dire entre le standard et sa recréolisation, c'est-à-dire d'un rapport entre une certaine normativité et des usages singuliers qui la font déborder de ses assises, de telle manière que je sais, évidemment, vous le sentez avec d'autres concepts qui seraient ceux de territorialisation et de déterritorialisation, mais en réalité, je me fiche bien de ces concepts-là, je ne tiens pas du tout à ce qu'on jargonne avec ces termes-là, mais je veux insister sur le fait que dans intérieur-extérieur, on reste un peu prisonnier de l'individu d'un côté et collectif de l'autre, tandis que ce qui est en jeu, me semble-t-il, mais dès le processus d'individuation du moindre bébé qui apprend dans la société capitalistique à balbutier quelque chose qui est déjà du numérique, c'est un mode de subjectivation qui est d'emblée technique. Oui, en fait, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, hein, tout à fait d'accord. En ce moment même, d'ailleurs, moi je fais un séminaire sur ces questions. Je raisonne plus en termes de synchronisation et de diachronisation, à vrai dire, que d'intériorisation et d'extériorisation. L'extériorisation, ce qu'on appelle l'extériorisation, c'est en fait ce qui se traduit par des processus de synchronisation. Et l'intériorisation, c'est ce qui se traduit par des processus de diachronisation, ou dans le langage de Simondon, on dirait d'individuation ou de subjectivation. J'avais commencé mon tout premier bouquin, La technique et le temps, précisément par une critique du concept d'extériorisation de Laurent Grand. J'avais essayé de montrer que s'il y avait extériorisation, ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose d'abord à l'intérieur, ce qui est totalement contradictoire, donc ce concept est creux. Donc ça fait très très longtemps que, ça fait plus de 20 ans que je souligne ce point. Simplement, si je reprends cette terminologie, c'est parce qu'elle est très à l'heure, elle est très directement à l'heure chez Hegel, elle est toujours présente chez Marx, et qu'en plus, elle n'est pas complètement creuse. C'est-à-dire que moi je considère qu'il faut dépasser, et c'est là que d'ailleurs Derrida a été très important pour moi, parce que tout son travail sur le dépassement de l'opposition dedans-dehors, qui à mon avis partage très étroitement avec Derrida, avec Deleuze à cette époque-là, hein, ils sont très très proches dans ces analyses-là, pour pouvoir poser ces questions, il faut être passé d'abord par l'opposition du dedans et du dehors, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut être passé, en tout cas dans l'exposé pédagogique et historique des choses, par le fait qu'à un moment donné, moi je considère que la grandeur de Hegel, c'est d'avoir posé le problème de l'extériorisation, c'est-à-dire de dire l'esprit passe par son extériorité, ce qui en réalité n'est pas une extériorité, mais une hétéronomie. C'est-à-dire c'est le rapport autonomie-hétéronomie qui est derrière tout ça. C'est ce que Nietzsche appelle la question des chaînes du voyageur, dans le voyageur et son ombre, et donc la question de, voilà, on ne peut pas se déchaîner sans être en train de former ses propres nouvelles chaînes, dit-il. Et donc c'est pour ça que Deleuze dirait un problème n'est pas l'aliénation, justement. Alors ça, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'autre part, je pense que si j'ai insisté un tout petit peu sur Winnicott, c'est parce que j'ai essayé de montrer dans un bouquin il y a un an ou deux que Winnicott fait exploser cette opposition entre intérieur et extérieur, et que précisément il y a quelque chose qui n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, et dont je crois, moi, c'est une question que je vous pose d'ailleurs, que c'est ce qui procède de ce que Deleuze appelle le plan de consistance. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut, c'est avec Winnicott, à mon avis, qu'on peut vraiment penser ce qu'on appelle parfois de manière énigmatique chez Deleuze, enfin, pas chez Deleuze, mais chez certains Deleuziens qui en font un usage quasiment magique, ce fameux plan de consistance. Je pense, moi, qu'il est cliniquement éprouvé par Winnicott. Alors après, sur ce que vous disiez sur la machine, j'ai un peu toujours résisté un petit peu à l'usage que Guattari et Deleuze ont fait de ce concept, tout comme j'y ai résisté chez les cognitivistes,
ça John le sait très bien parce qu'on y a travaillé ensemble à cette époque-là, dans leur pratique et leur usage du concept de machine abstraite de Turing. La machine abstraite, ça n'existe pas. Ça consiste, mais ça n'existe pas. Or, les machines, il faut faire attention, une machine, ça existe. Voilà. Ce qui fait qu'une machine est une machine, c'est qu'elle existe. Je mets les doigts dedans, elle peut me couper les doigts, elle peut me péter à la gueule, elle peut faire Fukushima, etc., etc. Et il ne faut pas mélanger les deux. Si on mélange le plan de consistance avec le plan d'existence, alors on est foutu. Et ça, c'est ce que reprochent beaucoup de gens, si vous voulez, à une certaine façon d'utiliser Deleuze et Guattari, qui peut parfois apporter une certaine confusion. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais, peut-être qu'il faudrait en venir effectivement à penser la question des appareils qui sont plus simplement des machines. Parce que la machine dont on parlait tout à l'heure, c'est Mumford, quoi, hein, auquel se réfère Deleuze et Guattari. Il n'y a pas que lui, mais c'est beaucoup de lui. L'état-machine, etc., le collectif. L'appareil, ça relève de l'extimité, si on reprend un terme non pas au sens de Serge Tisserand qui en fait un mésusage gravissime et scandaleux à mes yeux, mais au sens de Lacan, c'est-à-dire quelque chose qui constitue l'intimité par son extériorisation, voilà, et qui s'appelle l'extime. Facebook, Twitter et tous ces machins-là, c'est sur mon smartphone dans ma poche. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait une machine. Qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ni un outil ni un instrument, et qui pose un problème d'appareillage, c'est-à-dire du pareil, parce qu'un appareil, ça produit du pareil. Du pareil au même, comme on dit parfois, et qui peut donc produire une synchronisation redoutable, qui aujourd'hui est très massivement ce qui se produit, à travers une technologie de la traçabilité sous-pensée par le monde universitaire, mais qui est aussi une capacité de production d'extimité extrêmement prometteuse et qui est donc un espace de déprolétarisation absolument formidable. Donc voilà, moi j'évite aujourd'hui de parler dans les termes de machine pour ces deux raisons-là. C'est-à-dire qu'il y a une raison négative, c'est que je pense qu'en fait il y a eu un mésusage des concepts de machine abstraite, et puis il y a une raison positive, c'est que de toute façon, ce qui est dans ma poche, c'est pas une machine, c'est un appareil. Utilisant mon pouvoir despotique d'attribuer la parole et d'utiliser les objets techniques à la fois, je voudrais renchérir là-dessus. Moi aussi j'ai un problème avec l'utilisation de la machine dans un usage quasi métaphorique. Alors on peut dire qu'il est analogique par moment, hein, qu'il y a une rigueur, que ça apporte quelque chose au raisonnement. Et c'est pas pour éliminer le problème. C'est-à-dire que je suis vraiment partisan qu'on réfléchisse sur les agencements, sur la théorie des organisations, sur l'évolution des rapports de hiérarchie dans la société, sur les graphes, sur tout ce que tu veux. Ça c'est pas. Mais l'utilisation du terme de machine ou même de la technique de cette façon-là, déconnecté dans un a priori de la matière organisée comme référent matériel qui existe, me pose toujours un danger. D'abord parce que il y a une partie de sa généalogie qui va me mettre mal à l'aise, qui n'est pas celle que tu utilises, mais Spengler va être à l'origine avec l'homme et la technique d'une interprétation de ce type-là, technique comme la tactique de la vie, et donc on va se retrouver comme analogie de la machine, si tu veux, la machine de guerre. Hein, et ça, pour moi, ça surcharge négativement finalement l'usage qu'on peut faire du concept de machine, et de cette manière, je ne te récuse pas du tout de ça, je te dis juste pourquoi moi aussi j'ai des résistances exactement, j'approuve ce que tu as dit, je pense qu'il y a des trucs sur la relation, et je vais avoir les mêmes types de résistances, c'est-à-dire que je vais essayer d'imposer un truc qui va paraître normatif, castrateur, tout ce que tu veux, ou fétichiste du texte de Simondon, un usage du concept de machine vachement plus inscrit voilà, de la physique ou dans la matière organisée. Voilà. Et hormis ça, j'avais pas d'objection. C'est très bien, vous avez parfaitement répondu ce que je dis. Simplement, vous ne savez pas ce que je mets sous le terme de machine, c'est tout. Ouais. Parce que, mais c'est très très intéressant, l'objection. Cela dit, la machine dont vous parlez est un individu technique d'une nature particulière. Ouais. Et lorsque je parle pour ma part de machine abstraite, c'est quelque chose qui vise à mettre en œuvre une conception de la structure qui n'est pas simplement pensée sur le mode d'une structuration virtuelle donnée une fois pour toutes, mais qui est un type de processualité pensée, mi-théorique, mi-pratique, et qui marche en se détraquant. Ce n'est pas du tout non plus un usage analogique de la machine. D'accord. Voilà. Cela dit, sur la question des appareils, c'est très intéressant aussi. J'aime bien traficoter en ce moment le concept de machine, aussi parce que je pense que nous avons besoin
développer des concepts critiques à l'égard, par exemple, du concept d'appareil, aussi du concept de structure, de dispositif et d'agencement, et que le concept de machine nous semblait, quant à moi, un candidat disposé à remplir ses fonctions, mais ce que vous avez dit sur un mode critique, je l'accepte. Tant qu'on ne la dit pas désirante. De toute façon, il ne faut pas de querelle de mots, hein. On est tous d'accord du moment qu'on voit à peu près les concepts et comment ils fonctionnent, peu importe les mots, on les reconnaît ensuite. Mais voilà, je pense, une raison commune de méfiance. Alors, il y avait une question par là, tout à l'heure, et ensuite, c'est fini. Alors, revenir en arrière, je me sens oui, plutôt que la machine, il me semble que la question, c'est celle de l'organisation. Oui. Une question qui, depuis Saint-Simon, qui a inventé une théorie de l'organisation pour sortir de la Révolution française, disons, pour en finir, disons, pour organiser la désorganisation qu'a été la Révolution française concernant la sortie de l'Ancien Régime. On sort de l'Ancien Régime avec la Révolution. Et ça fait d'ailleurs, à mon avis, écho au discours qui a été fait à la Bastille dernièrement par quelqu'un qui a cité. Parce qu'en fait, c'est un regard de par derrière, ce discours, au sens de Pascal. C'est-à-dire que la question de l'organisation et la question de Saint-Simon, c'est la question de l'industrie. Et cette question de l'industrie, c'est une question de l'organisation. C'est pas pour rien d'ailleurs que Simon, qui est un des pères de l'automation et en fait prix Nobel d'économie, a écrit un gros livre traduit en 68 qui s'appelle Les organisations et qui est à l'origine évidemment du développement de la microéconomie à l'intérieur, disons, du paradigme du management. Et il est clair qu'aujourd'hui, il manque une modélisation évidemment organologique, complexe, qui fasse des circuits longs, mais aussi courts, au sens des AMAP, c'est-à-dire qu'en fait, pas au sens, disons, au sens géographique du terme, pas au sens évidemment de la suspension de la pensée, mais qui fasse une réorganisation des circuits dans une logique évidemment d'invention et de création et d'innovation dont on a parlé ce matin. Et ma question, c'est, il me semble qu'il y a une urgence évidemment autour de la question des organisations à différents niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau des grandes organisations mondiales, d'un gouvernement, de tous les gouvernements, c'est des questions qui sont posées, qui sont des questions, disons, fondamentales pour évidemment passer le cap du siècle. Donc ma question, en fait, Bernard, c'est évidemment, est-ce que tu ne penses pas que et moi je suis assez d'accord avec, enfin plus que d'accord, je pense que la question, je l'ai dit ce matin, la question, non pas la question de la technique, mais la question de l'industrie n'a pas été pensée. Et dans ces questions, dans ces leçons sur la question industrielle, Aron reprend comment dire, ce parallèle entre le libéralisme d'un côté et en fait l'évolution de la doctrine léniniste par la NEP, nouvelle économie politique, c'est plutôt l'ancienne économie politique, qu'ils ont appelée la NEP. Donc il y a une sorte de contradiction, et peut-être qu'aujourd'hui, la relève, au sens s'il y a une relève à faire pour rentrer dans le XXIe siècle, c'est évidemment les propos d'Ars Industrialis et ceux que tu portes, qui permettent évidemment de construire une organisation. Pour ma part, ayant lu Deleuze et Guattari, avec beaucoup d'intérêt, sur le concept de transversalité, par exemple, sur Guattari, c'est fondamentalement son concept. Il me semble que la construction, disons, théorico-politique, l'ontologie du politique, si on va être clair, nous amène nulle part. Je l'ai dit ce matin, sur une impasse, sur une position négative, alors qu'en fait, il ne cesse de dire qu'il faut une positivité de la vie et de la joie en relation avec Spinoza, on est bien d'accord, mais comment ça se traduit politiquement? Eh bien, ça ne se traduit pas. Et donc là, il y a un débouché politique, entre guillemets, par rapport à débouché au sens, comment dire, au sens de faire passer le flux de la vie, parce que là, évidemment, on est au bord du gouffre. Quand tu dis que, évidemment, la crise, ce que je dis ce matin, les secousses de la crise grecque vont arriver chez nous, et que les sorties de crise sont toujours, par rapport au XXe siècle, c'est-à-dire en fait les crises qui sont celles d'après la sortie de l'Ancien Régime, eh bien, se sont toujours soldées par des restaurations, par des fascismes, par en fait des négations de la liberté. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans un tournant, on ne s'en rend pas compte, mais on est dans un tournant excessivement, comment dire, problématique. Ça a été évoqué ce matin par toi, Vincent, sur le fait de l'épuisement des ressources naturelles, par exemple, tout à fait évident, sur le fait qu'on sait, et là c'est quand même assez incroyable, on le sait, les experts nous ont dit, donc là on est vraiment dans un état de la science qui d'une certaine manière, n'est même plus à même de contrôler un destin civilisationnel, parce qu'on sait très très bien que le modèle industriel dans lequel nous sommes, nous n'avons pas à la fin du siècle.
et que, en fait, wait and see, personne ne fait rien. Et on avance au bord du gouffre, et là, évidemment, il ne faut pas rentrer dans une utopie qui serait un regard de par derrière, mais au contraire, essayer de cette organologie dont tu parles. Alors, moi je pense que quand on vit des processus catastrophiques de cette ampleur, je prends le mot au sens de René Thom, catastrophique ici, ce type de situation de stupéfaction, de stupeur et de stupidité, pour ne pas dire de bêtises, est absolument inévitable. C'est-à-dire que s'il contient un processus de protection de la psyché, de dénégation de ce qui se passe, parce que si on devait supporter directement les choses, on serait aveuglé comme par le soleil du bien souverain de Platon, et on perdrait la vue. Donc on est obligé, à un moment donné, de s'aveugler. On n'a quasiment pas le choix. La question, c'est à partir de là, comment on bâtit des stratégies pour arriver à voir quand même, avec un périscope, ou avec des lunettes de soleil, ou avec je ne sais pas quoi. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire à Ars Industrialis. On essaye d'être les Hessilor de la future vision philosophique, sans être totalement aveuglé. Et une des questions fondamentales, c'est qu'est-ce qu'il y a d'aveuglant ? Si j'ai écrit état de choc, c'est parce que je pense que la théorie du choc de Naomi Klein est très percutante, c'est le cas de le dire, et qu'il faut la creuser, même si à mon avis elle n'est pas suffisante. Mais que j'ai essayé de montrer, en appuyant sur Nietzsche justement, sur tant d'autres, sur Benjamin, que finalement, ce que Canguilhem appelle la vie technique, c'est un état de choc permanent de la vie. Non pas une révolution permanente, mais une mise en état de choc permanente de la vie, et que du coup, le problème, c'est pas de lutter contre les chocs, c'est de ne pas laisser l'école de Chicago s'en approprier des bénéfices et de renverser cela en faisant des chocs pharmacologiquement positifs. Juste pour préciser à ceux qui n'ont pas lu le bouquin de Naomi Klein, elle a montré que voilà, le capitalisme, ce qu'elle appelle le capitalisme du désastre, repose sur l'exploitation des chocs, les catastrophes naturelles, les assassinats politiques comme au Chili, etc., pour faire passer finalement les idées du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme devant des populations, dans des populations tétanisées et totalement privées des moyens d'agir. Aujourd'hui, c'est ce qui arrive exactement à l'Europe, en Grèce, mais aussi en France et ailleurs. Et d'ailleurs, Sarkozy est en train d'exploiter ce qui s'est passé à Toulouse hier matin exactement de la même manière. Alors, par rapport à la... Je ne dirais pas au fait d'ouvrir les yeux parce que je n'y crois pas beaucoup. Moi, je plaide pour une philosophie des ombres et des lumières aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'il faut penser l'ombre et le derrière, d'ailleurs, l'arrière. Un des éléments d'aveuglement que nous avons largement suscité, et là, quand je dis nous, je parle de ce à quoi j'ai contribué moi-même lorsque Lyotard en a recyclé le concept, c'est l'illusion post-industrielle. La condition postmoderne commence par la première phrase, c'est « nous sommes entrés dans la société post-industrielle » ou je ne sais pas quoi. Pas exactement littéralement ce qu'il dit, mais c'est ça la première phrase. Et ça, c'est une catastrophe absolue. C'est un mensonge total. Enfin, c'est pas un mensonge, il ne ment pas, il n'a pas l'intention de tromper, mais c'est une illusion philosophique complètement ridicule quand on y réfléchit après coup, même si je ne dirais pas que j'y ai porté crédit, mais enfin j'ai quand même beaucoup utilisé aussi des théorèmes très intéressants qui sont par ailleurs dans ce livre, mais qui commencent extrêmement mal, ce livre, extrêmement mal. Nous ne sommes pas dans une société post-industrielle, nous sommes dans une société hyper-industrielle, et si on commence à voir cela, alors il faut reposer à nouveau frais le passage du micro au macro et réciproquement. Anne Sauvagnat parlait de Guattari et de Deleuze. Bon, la déterritorialisation et la reterritorialisation, ça passe aussi par ces relations entre la micropolitique et la macropolitique. La microéconomie dont tu parlais et la macroéconomie devant s'articuler sur cette micro et cette macropolitique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire aujourd'hui, parce qu'il y a indubitablement eu des investissements du macro, pour 1000 raisons dont j'ai déjà parlé dans un bouquin qui est Prendre soin, où j'ai essayé de montrer comment Foucault a contribué à cette lente mais inéluctable régression de la réflexion sur le niveau macropolitique, pardon. Et moi, ce que je pose, comme tout le monde, et c'est ce que disent Deleuze et Guattari très explicitement d'ailleurs, c'est qu'il n'existe pas de micro sans macro et réciproquement. On ne peut pas substantifier le micro, ça n'est pas possible. Bon, de toute façon, on ne raisonne plus en termes de substance, pour commencer, et en plus, ce sont des polarités qui sont en jeu. Et ça, aujourd'hui, il faut que nous arrivions à repenser des systèmes polaires, pas simplement moléculaires, mais polaires. Et celui qui permet de penser ça, c'est Simondon.
Celui qui a pensé les processus d'individuation comme des processus de polarisation, c'est Gilbert Simondon. Et ce qu'il permet, c'est de décrire des évolutions de régimes de polarisation. Alors, troisième point, et je m'arrêterai là-dessus, la question que nous avançons, nous, Ars Industrialis, hein, c'est la pharmacologie positive. Pharmacologie positive dont je dois dire que je crois qu'elle existe chez Deleuze. Parce que le premier texte de Deleuze, c'est pas son premier texte, mais le premier texte qui pose Deleuze comme étant celui qu'on appelle Gilles Deleuze, c'est différence et répétition. Et dans différence et répétition, l'appréhension que Deleuze propose de la répétition est absolument pharmacologique. C'est-à-dire qu'il dit la répétition peut être toxique, handicapante, de couper les pattes, etc. Ou bien elle peut être individuelle. D'ailleurs, il s'appuie sur Simondon, sans le revendiquer de manière très claire, mais c'est évident. Tous les gens qui connaissent Simondon le voient très bien. Et donc, il y a une pharmacologie chez Deleuze, il y a une pharmacologie positive, qui manque chez Derrida. Sauf qu'après, on a l'impression qu'elle disparaît, parce qu'il y a une espèce de dramatisation de la scène franco-théorique, je ne sais pas comment appeler cela, dans les années 70, qui va faire que on va creuser toujours plus loin le micropolitique, les processus de déterritorialisation, etc. Et il faut le faire à cette époque-là. Pardon ? C'est aussi l'anticapitalisme. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, on ne pense plus, si je puis dire, la positivité de la pharmacologie industrielle du XXIe siècle, quoi. Et ça, c'est ce qu'il faut que nous fassions maintenant. Encore une question ? Je vais revenir un instant sur ce que vous avez dit ce matin, quand vous avez évoqué le fait je prends l'objet et j'en fais ce que je veux, ouais, qui me paraît relever justement d'un infantilisme hystérique. Il y a un de désinhibition qu'on a vu, j'allais dire, se manifester dans le champ politique ces quelques dernières années. Et puis, quand vous évoquez l'unité magique, l'autre aspect de la chose, vous dites finalement, l'unité est sans doute le plus grand fantasme dans lequel on vit, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est que cette dimension privée ou cette skise, c'est peut-être la chose qui est la plus aveuglante. Ou plus exactement, nous pensons, et même quand vous parlez encore du désir, bon, de fait, il est questionné, mais il donne l'impression, on peut se passer du fait qu'on suppose que le désir, j'allais dire, préexiste d'une certaine manière, serait quelque chose de donné, alors que dans une situation radicalement privée, on peut, eh bien, c'est finalement, comment dire ça, la structure globale de la conscience qui est remise en cause. Et on se retrouve, et c'est là qu'il y a alors pour le coup, pharmacologie, une ambiguïté permanente dans la présence des appareils, pensons même à l'appareil photographique et au statut des images, enfin aux images auxquelles il a donné naissance, qui viennent précisément se glisser à l'intérieur du schéma global de la conscience, appuyer, fonder au fond, disons sur le sens de la lecture et le texte, et réintroduire une skise, mais qui serait presque une skise fondatrice, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui serait celle de nos camarades hominidés d'il y a 2 millions d'années. Et que l'aveuglement, il est peut-être dans le fait qu'on a du mal, et c'est un peu normal, à oublier ou mettre de côté la conscience pour penser carrément à un autre régime, appelons-le psychique ou intellectuel. Alors ça, c'est une vaste question de savoir si on peut mettre de côté la conscience ou pas. C'est vraiment une question. Je ne vais pas la creuser parce qu'il faudrait du temps et que je vais obligé de partir moi dans pas très très longtemps. Mais en revanche, je voudrais revenir sur ce que... C'est pas du tout que je vais l'évacuer, hein, mais je trouve qu'on n'a plus vraiment le temps d'en parler. Mais c'est une vraie question. Mais en tout cas, et puis par ailleurs, moi je me pose en défenseur de la conscience. Vraiment en défenseur de la conscience. C'est-à-dire que, non, moi je crois qu'elle peut être liquidée, mais je pense qu'il faut la défendre. Absolument. Tout en défendant l'inconscient. Parce que l'inconscient est aussi menacé que la conscience. Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Je pense que le désir, il n'y a pas d'ontologie du désir, le désir n'est pas une donnée, effectivement. Non, c'est une construction de désir. Si on ne construit pas le désir, il n'y a pas de désir. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, parce qu'aujourd'hui, on a une déconstruction, alors si je puis dire, excusez-moi, je crois, du désir, mais par le marketing, par les neurosciences,
Vous le savez peut-être, le neuromarketing, pas par les neurosciences, pardonnez-moi, par le neuromarketing et l'usage que le neuromarketing fait des neurosciences, c'est quand même extrêmement grave aujourd'hui de voir se développer des technologies de marketing qui s'adressent au cerveau primaire pour court-circuiter le néocortex de manière absolument revendiquée, délibérée, systématique et qui est en train de s'étendre à la vitesse de la lumière d'une manière catastrophique, qui est un danger immense. Et là, par rapport à ça, moi je crois qu'il faut défendre la conscience, il faut défendre l'inconscient également, et lutter pour alors des horizons organologiques sans être réactionnaire par ailleurs. Donc ça c'est toute la difficulté. Et je m'arrêterai en vous répondant sur ce deuxième point que je développe une théorie de ce que j'appelle le double redoublement épocal, c'est-à-dire qui est une théorie d'état de choc, où j'essaye de montrer que l'histoire du vivant noétique, c'est toujours l'histoire d'un aveuglement par un choc, et que c'est dans la recomposition à l'intérieur même de l'état de choc, d'un nouvel horizon d'ombre et non pas de lumière, qui produit ce que Orson Welles appelle de la profondeur, enfin n'appelle pas, mais pratique comme de la profondeur de champ, qui ouvre une nouvelle vision à très long terme, avec une très grande profondeur de champ, qui donc redonne des possibilités à l'individuation. Voilà, c'est en gros ce que je pourrais vous répondre. Moi, je voudrais redoubler, mais je vais rajouter qu'une fois de plus, c'est sous réserve que j'ai bien compris exactement ce que vous mettiez derrière votre question. Mais sinon, disons que ma formation intellectuelle de rationaliste presque étroit tenterait à répondre non à votre question. C'est-à-dire dire, effectivement, on est plutôt dans un impératif de défense de la conscience et de la structuration de l'inconscient. Alors, je vais prendre un autre paradigme, je dirais en analyse transactionnelle, ce qui est en danger actuellement, c'est l'adulte. Voilà, l'enfant aussi est perverti, on l'agresse en permanence, on le prive de son innocence, on l'angoisse excessivement, mais l'adulte, on lui interdit d'être adulte et on lui impose en permanence d'être dans une espèce de désinvolture et de divertissement qui sont complètement mortifères. Et alors évidemment, le risque, c'est en ayant cette posture-là, de passer pour un rationaliste étroit, et donc de laisser prise à des idéologies réactionnaires qui sont des idéologies parentales, qui sont des idéologies d'autorité brutale, qui exploitent la situation, et qui, en période de profonde mutation, donnent l'illusion de cette permanence des référentiels symboliques, et qui dissimulent en réalité une profonde violence, un aveuglement, l'adulte qui, lui, est cybernétique et qui a un rapport informationnel cohérent avec le monde et désactivé, n'a plus le droit à le faire, et en plus de ça, qui est extrêmement violent vis-à-vis des enfants. Alors que, évidemment, comme on est en période de pré-crise, on est en période où, évidemment, on devrait plus faire confiance à nos enfants, à tous, collectivement, à notre part de créativité, de générosité. En général, les enfants sont des gens convenables. Il y en a quelques-uns de pervers, mais ce n'est pas la majorité. Et en plus de ça, on devrait être en train de désactiver le parent, ou en tout cas de le reprogrammer très très sévèrement sous les contraintes de l'adulte. Et de fait, on n'est pas dans cette situation-là politique. Alors j'ai utilisé massivement, là, Éric Berne, vous voyez, parce que bon, en ce qui me concerne, je trouve ça opératoire, ça marche avec le reste de mon épistémologie. Donc je prends ça, j'irais même, ça marche en partie avec Simon. Mais il y a quelque chose où, voilà, j'ai toujours peur quand on me dit ça, quand on me dit une nouvelle organisation psychique qui arrive à dépasser la conscience, de me retrouver vers des gens qui ont des argumentations en faveur d'une espèce de surconscience, ou des choses comme ça, où on s'abandonne, et c'est probablement pas ce que vous aviez en vue. D'accord, mais voilà, moi ma réponse c'est par provision de défendre, voilà, de défendre la position. Tout à fait, c'était juste de dire, de reposer la question, effectivement, comment lutter contre ce qui devient une skise instituée, et j'allais dire forcée, c'est tout, et comment dans ce schéma-là, s'il devient dominant, il est possible de configurer, que ce soit autre chose ou encore des éléments issus de la conscience, c'est égal, mais de configurer quelque chose qui puisse encore permettre des constructions. Cette lutte doit être politique. Pardon ? C'est une lutte qui doit être politique et économique. Elle doit être mise au cœur d'une économie politique, d'une reconstruction, d'une critique de l'économie politique, ce qu'on appelle une nouvelle critique de l'économie politique. Elle doit être mise au cœur des enjeux, par exemple de l'actuelle campagne électorale et de ce qui suivra. C'est une lutte qui doit être portée par le politique en tant que tel. Ça doit être au cœur des débats. Ça veut dire qu'il faut réaffirmer aussi l'existence d'une puissance publique, ses possibilités d'agir, et non pas du tout son impuissance, comme on le prétend.
Ça ne veut pas dire restaurer, pas plus que la figure parentale classique, la figure de l'État qu'on a combattue dans les années 70, mais par contre, ça veut dire restaurer une puissance publique, européenne, planétaire, etc. Au nom de ce que j'appelle moi, et je signale toujours que c'est Franck Commun, je dois ça, ce que Marcel Mauss appelait l'internation, etc. Donc il y a vraiment à repolitiser, rééconomiser, retechnologiser toutes ces questions de manière extrêmement concrète. Il y a à développer, discuter avec les syndicats ouvriers, comme nous allons le faire bientôt à Bruxelles, qui se réunissent le 30 mars, et je vous invite à suivre ça après, qui disent qu'il faut repenser l'Europe autrement, etc. Il faut refaire de la politique. Bon, je vous propose de prendre peut-être 5 minutes d'intervention, je pense que tu vas t'évader et je voudrais discuter 5 minutes avec ton privé. Et ensuite, on fait la table ronde autour de Jean-Luc Barthélémy pour clore cette journée par 20 minutes de discussion collective, si ça vous convient. Si vous êtes toi, t'es en retard, tu dois voir. Oui, je dois partir. Eh bien, à 4, on fera une belote pour 4. Voilà. En tout cas, on s'approche à la fin. Non, mais je vais attendre, je vais discuter un peu avec Jean-Luc moi aussi, parce que je ne voudrais pas partir. Okay. Voilà. Même si j'étais pas là ce matin. On fait quand même 5 minutes de pause parce que j'ai besoin d'un entretien privé avec toi. D'accord. Dans ce que j'ai dit ce matin, il y avait une proposition. Oui. Bon, je ne résume pas tous les problèmes, mais que tu vas voir qui vient de Simondon et